Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui. Nous aurions préféré vous accueillir dans un grand amphithéâtre à Deauville, mais la pandémie ne nous le permet pas. Nous aurions préféré que nous soyons tous ensemble, réunis pour nous retrouver après trop d'activités en distanciel, mais la pandémie ne nous le permet pas. Nous aurions préféré vous voir tous face à nous et voir vos visages, vos sourires et vos émotions, mais cette pandémie ne nous le permet pas. Alors, voilà pourquoi, face à l'incertitude, il nous faut être résilients, il nous faut rebondir et il nous faut nous réinventer. Vous l'avez bien compris, la vie de notre mouvement doit continuer, mais différemment. Alors, ce 21e congrès de l'appel sera différent, car en virtuel. Il sera plus court, il sera plus condensé, mais tout aussi passionnant. En effet, il nous semblait important de pouvoir capitaliser sur le travail préparatoire fait depuis 2 ans autour de cette thématique des enjeux écologiques et des défis éducatifs, tant par l'appel national que par les appels de Normandie. Ils ont tous travaillé longtemps sur cette thématique et se sont adaptés et réinventés pour pouvoir nous proposer aujourd'hui cette table ronde. Je remercie particulièrement nos amis des appels normandes pour leur investissement depuis plus de 2 ans dans la préparation de ce congrès. Je sais que leur frustration est grande de voir ce projet inachevé dans sa forme initialement prévue à Deauville. Merci à vous et merci pour votre message aux congressistes de ce matin. En début de semaine sera accessible via le site web de cette table ronde un mur vous permettant de leur laisser des messages. Il nous apparaissait aussi que le sujet choisi était d'une urgente actualité en ces temps de pandémie et doit nous inciter à nous mettre en route et à nous imprégner de ces enjeux afin d'évoluer et de changer nos approches. Je vous remercie tous, vous tous, nos invités de ce congrès, connectés depuis les 4 coins de métropole et d'outre-mer, pour votre compréhension au gré des changements d'organisation qui se sont imposés à nous. Je remercie nos intervenants pour leur fidélité face aux aléas et pour être là aujourd'hui parmi nous pour nous éclairer. Alors, sans tarder, je laisse la place à Sophie Orange, qui va animer cette table ronde et nous présenter nos intervenants. Merci beaucoup, Gilles. Nous sommes presque voisins de bureau, si j'ose dire, mais nous ne pouvons pas être dans le même bureau. Bonjour à tous. Vous êtes des dizaines à vous être connectés pour assister à cette table ronde qui, pendant 2 heures, va nous amener à nous poser des questions, les bonnes questions, et puis surtout à trouver les moyens de s'engager et de trouver des solutions pour que chacun à notre niveau, nous préservions la planète et que nous ayons peut-être une façon un petit peu différente d'aborder nos vies quotidiennes. Vous pourrez poser des questions pendant cette table ronde à 2 instants de la table ronde. Vous avez pour cela un petit chat où vous pouvez écrire. Alors, on vous demandera de rédiger des questions qui font 2-3 lignes plutôt que des longs témoignages parce que vous comprendrez aisément que ce sera plus facile à traiter pour nous. Voilà, donc merci à tous déjà de votre participation. On va d'abord s'interroger avec notre grand témoin sur l'état de la planète, le constat actuel en cet hiver 2020-2021. Et puis après, nous allons essayer ensemble de trouver des moyens de nous engager, des moyens concrets pour changer peut-être notre vie et du coup aussi changer la vie des autres. Je vais donc accueillir, j'invite à monter sur scène, on va faire comme si on était à Deauville dans ce grand amphithéâtre. J'invite à me rejoindre Jean-Louis Etienne qui va apparaître sur vos écrans. On le présente, même si vous le connaissez très certainement. Bonjour Monsieur Etienne. Bonjour. Médecin, grand explorateur, puisque vous êtes le premier à avoir atteint à pied l'Arctique en 1986. Vous êtes notre grand témoin, vous seul avez vu la planète mieux que tout le monde réuni devant cette conférence. Donc, peut-être avant de parler de notre planète, j'avais envie de vous entendre aussi, parce qu'elle a un lien, cette crise, avec l'état de la planète. J'avais envie de vous entendre justement sur cette crise épidémique. Comment l'analysez-vous, vous le médecin, vous le scientifique? Ben, cette pandémie, c'est une alerte qui nous est envoyée, parce qu'en fait, si on regarde bien les pandémies, les récentes pandémies comme Ebola par exemple, celles qui nous arrivent aujourd'hui, elles sont liées à des perturbations des écosystèmes. Il y a dans la nature une multitude de virus. Nous sommes nous-mêmes
habité de millions de virus, l'océan est plein de virus, si vous voulez, mais nous sommes ce qu'on appelle, ou les animaux qui les portent, sont ce qu'on appelle des porteurs sains, parce qu'on vit dans un équilibre. Et il suffit des fois d'une perturbation d'un équilibre écologique. Je repense au virus Ebola, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était extrêmement mortel, beaucoup plus que l'est le Covid-19, si vous voulez. Mais le virus Ebola, il était hébergé par une population de chauves-souris qui a été détruite, qui a été déplacée dans le cadre d'un réchauffement climatique, d'une destruction d'un écosystème, si bien que ça s'est déplacé par des singes, des personnes qui les mangeaient et ont attrapé le virus Ebola, qui est beaucoup plus dangereux et mortel sur tous les âges. Mais le virus Ebola est resté cantonné du côté de l'Afrique centrale, du Congo, parce qu'il n'y avait pas ce brassage de population qu'il y a avec la Chine. Et le virus a émergé de la même manière, si vous voulez, par des rapprochements entre des animaux sauvages et l'être humain. Mais ce qui se passe avec celui-là, c'est que la Chine, comme on sait, diffuse à travers le monde tous ses produits, les personnes, ça circule, et le virus circule avec la mobilité planétaire, ce qui a fait sa répartition à l'échelle planétaire. Donc, pour résumer, ça nous alerte effectivement quand nous touchons des écosystèmes, on fait émerger des agents pour lesquels nous ne sommes pas prémunis. Et on sait bien, on voit bien à l'heure actuelle qu'on ne sait pas, on n'a pas les médicaments contre les virus, on a des antibiotiques contre les bactéries, mais contre les virus, nous n'avons pas de médicaments spécifiques à part les vaccins sur lesquels travaillent les chercheurs. Je sais que c'est une boutade qui vous tient à cœur, qu'on pourrait résumer de la façon suivante, que les virus sont plus dangereux que la bombe atomique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, j'ai écrit ça dans un Elle est livre de vous, que hein, j'ai... Oui, j'ai écrit ça, j'avais fait un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelle « Histoire naturelle, quand l'homme entre en scène ». Effectivement, j'avais écrit que je trouvais que la diffusion du virus pouvait devenir beaucoup plus dangereuse que la bombe atomique. La bombe atomique, si vous voulez, on peut toujours espérer qu'il y a quelqu'un, un diplomate, quelqu'un de bon sens qui va retenir la main de celui qui va appuyer sur le bouton. Ça se passe dans une conversation même. Mais le virus, il a une capacité à muter qui nous dépasse, qui va très très vite, avec des performances qu'on peut saisir aujourd'hui avec le Covid. Et encore une fois, je le répète, on est désarmé face aux attaques virales. Est-ce que, pour bien comprendre, on peut dire que la destruction de la biodiversité à laquelle on assiste, et pour laquelle on est presque acteur, l'homme avec un grand H, cette destruction de la biodiversité favorise la circulation des virus aujourd'hui à travers le monde? C'est acté, c'est acquis, c'est un constat. Ah oui, ça c'est vraiment... Oui, on sait bien que, je le répète, il y a ce qu'on appelle des porteurs sains. Nous sommes nous-mêmes porteurs sains de virus qui ont un rôle dans notre biologie, mais pour lesquels nous sommes, si vous voulez, habitués. Nous avons tous les équipements biologiques pour vivre avec. Et dans la nature, c'est pareil. Et donc, la destruction d'un écosystème peut faire émerger, si vous voulez, des porteurs sains, faire émerger un virus qui est habité par un porteur sain pour se propager vers un animal, vers une espèce qui n'est pas du tout équipée pour faire face et qui subit l'attaque de ce virus. Et aujourd'hui, les nouvelles maladies, ce qu'on appelle les maladies émergentes, sont dues en grande majorité par des zoonoses, par des maladies de l'animal. Oui, on voit effectivement arriver des nouvelles maladies pour lesquelles on n'est pas, même que l'on découvre, si vous voulez, on n'est pas du tout habitué à cohabiter avec. Et je le répète, le virus, il est absolument partout. Les analyses que l'on fait sur des gouttes d'eau de mer, ça contient des milliers de virus. C'est inimaginable. Nous vivons avec, mais contre certaines, nous ne sommes pas du tout immunisés et ça fait les ravages que l'on connaît. Jean-Louis Etienne, vous qui avez vu cette planète par tous les bouts, par tous les extrêmes, comment va-t-elle notre planète aujourd'hui? Et y a-t-il finalement désormais besoin d'aller au bout du monde pour se rendre compte de son état? Non, on n'a pas besoin d'aller loin aujourd'hui pour se rendre compte effectivement des atteintes, si vous voulez. Vous me posez la question, comment va-t-elle? On ne va pas énumérer toutes les maladies, on va en commencer par une quand même qui est planétaire, qui est large, qui est le réchauffement climatique. C'est une réalité, si vous voulez,
le réchauffement climatique est vraiment aujourd'hui d'origine humaine. On a perdu beaucoup de temps avec cette question, beaucoup de temps parce qu'on en a fait un sujet de conversation populaire, vous voyez. Donc les gens qui discutent, tu y crois, toi, au réchauffement climatique. Il suffit que deux personnes, un matin de juin par exemple, où il fait particulièrement froid, ben ils vont acheter la baguette de pain. Il y en a un qui dit à l'autre, tu as vu comment ce cas, il dit, tu y crois, toi, au réchauffement climatique? Et la conversation va commencer, ben oui, tu as peut-être raison. Ils ne perçoivent que le temps qu'il fait. Le réchauffement climatique, c'est 1 degré en un siècle. 1 degré en un siècle. Personne n'est capable, vous voyez, de percevoir cette variation moyenne de la température en un siècle. Et donc, on a perdu du temps. C'est une mesure scientifique qui est le résultat d'une multitude de mesures faites sur l'ensemble de la planète. Vous avez en 86 marché des centaines de kilomètres sur de la glace. Est-ce qu'aujourd'hui, cette expédition serait-elle encore possible ou il y a trop d'eau pour... Alors, c'est intéressant ce que vous me dites parce que elle est toujours possible. Il y en a toujours qui vont au pôle Nord. Ouais. Mais figurez-vous qu'aujourd'hui, ils sont équipés avec des combinaisons étanches. Et quand ils arrivent sur un endroit où effectivement la banquise laisse de l'eau libre, parce que j'en ai trouvé de l'eau libre, moi, quand j'étais au pôle Nord, mais elle regelait assez vite. Quand elle ne regèle plus assez vite, si vous voulez, il y a des zones d'eau libre, et ben, ils plongent avec leur combinaison, ils nagent de l'autre côté, puis ils tirent le traîneau. Donc c'est vraiment une illustration. Moi, j'ai survolé la banquise en 2010 quand j'ai traversé le pôle Nord en ballon. Donc j'étais très surpris de voir qu'il y avait des zones d'eau libre, et je l'ai fait au mois d'avril, début avril. Début avril, normalement, en Arctique, c'est la fin de l'hiver et le début du printemps. Vous voyez, même si ça évolue très vite, à cette période-là, normalement, l'ensemble de l'océan devait être gelé. Mais il y avait déjà des zones d'eau libre. Ça, c'est au nord. Et j'ai d'autres constatations au sud, en Antarctique. J'ai traversé l'Antarctique à une équipe internationale, c'était en 89-90. Et les premiers 600 km qu'on a empruntés, c'était sur ce qu'on appelle des plateformes de glace, des ice shelves. C'est des plateformes de glace qui sont accrochées à la montagne. Et ben, en 2002, il y a une part qui est partie. En 2000, puis en 2005, une autre part. Donc, les 600 premiers kilomètres de notre traversée, ben, qui étaient sur la glace, ne sont plus possibles puisque c'est de la mer maintenant. Donc, c'est deux choses que j'ai constatées vraiment et qui sont évidemment dues au réchauffement climatique. Bon, ce constat n'est pas très optimiste, mais vous le restez. On en parlera dans une deuxième partie pour voir qu'il n'est peut-être pas trop tard. J'avais envie de vous entendre sur voilà, des personnes qui ont pris la parole ces derniers mois sur le climat. Je pense évidemment à Greta Thunberg. Est-ce que vous pensez que des porte-paroles comme celle-là, celle-ci, est utile aujourd'hui pour bousculer, pour changer le langage, changer les messages, changer la façon de défendre la planète? Oui, Greta a fait un parcours planétaire remarquable et surtout très remarqué. Et je pense qu'elle était très touchante. Il y a eu beaucoup d'émotions sur son visage très monolithique, grave quand elle s'exprime, quoi. Hein. Et donc, sans complaisance. Et donc, elle a réellement fait passer un message. Elle en a irrité certains, mais elle a fait passer ce message. Et c'est important. Alors, je dirais que on voit la puissance de son message. Donc, cette jeune femme, et derrière elle, il y a une population de tous les pays du monde qui ont adhéré à son mouvement. Et je pense qu'on a besoin d'eux, je dirais, pour dire, bon, maintenant, on va vous montrer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le sujet est d'une grande complexité et la langue qu'elle a mis en œuvre, je pense qu'il faudrait mettre la même chose dans un mouvement vers les solutions. Mais est-ce qu'elle n'a pas ringardisé les COP 20, 21, 22, ces grandes réunions internationales? On a l'impression que ça dure des semaines et que ça n'en finit pas et que ce sont des négociations qui n'aboutissent pas. Voilà, est-ce que finalement, elle n'a pas secoué un petit peu tout le monde sur ces grandes conférences qui ne suffisent plus peut-être? Est-ce que c'est plus le bon format?
Oui, vous avez raison. La grande COP de Paris a eu un effet à l'échelle planétaire en donnant des axes, des actions. Mais vous savez, la COP, après ces grandes réunions, ce sont surtout des réunions de diplomates. Oui. Des diplomates, si vous voulez, où il y a un exemple qui était une des COP, c'était peut-être 23, je ne me souviens plus laquelle, qui était en Pologne. Qui était en Pologne, effectivement. La Pologne, on le sait, tire son énergie essentiellement du charbon. Le charbon, c'est l'énergie la moins chère. Ils ont du charbon en Pologne. Ça ne coûte pas cher du tout, mais malheureusement, c'est l'ennemi numéro un du climat. Bien sûr. Et donc, cette COP, elle était en Pologne. Et je me souviens très bien du résultat du responsable polonais de la COP, qui à la fin est monté sur la table pour dire Hurrah, il avait sauvé sa tête. Il avait sauvé sa tête parce qu'il était arrivé, si vous voulez, à un compromis minimal pour préserver l'économie polonaise sur du charbon. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Chaque personne qui va, tout le monde veut faire un effort, mais après ces COP, souvent derrière, ce sont des négociations de l'effort. La Chine, pendant longtemps, et ça continue, et d'autres pays que la Chine, pendant longtemps, si vous voulez, on considérait que le réchauffement climatique venait des pays occidentaux, et ce qui est une réalité. Nous avons effectivement, pendant un siècle, avec le développement industriel, envoyé énormément de CO2 dans l'atmosphère. Ils disent, nous, on reçoit aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes un pays en développement. On a envie, comme vous, de se développer, mais on n'a pas envie de payer les dégâts que nous avons fait avant nous. Donc, voilà, vous voyez, derrière la COP, c'est une négociation entre diplomates. Effectivement, c'est toujours un peu mou, mais je crois que vous l'avez raison, Greta a secoué le cocotier beaucoup plus que toutes les COP 21 qui se terminent toujours par un compromis un peu mollasson. Après, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est qu'il faut des compromis, il faut des diplomates, mais après, il faut que chacun, voilà, là où il est, s'engage. On Oui. parlera avec vous un peu plus tard. Peut-être voulez-vous en dire un mot maintenant, quand même, pour mettre tout le monde en mouvement. Oui, pour mettre tout le monde en mouvement. Et vous savez, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. Et ça, je le répète sans arrêt, chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On peut toujours dire, mais à quoi ça sert que moi je change mon diesel pour machin? À quoi ça sert que si moi tout seul? Non. D'abord, on n'est pas tout seul. Souvent, on regarde devant sa porte. La planète aujourd'hui, il n'y a pas une personne sur Terre, même dans les pays en développement et des pays pauvres, qui n'a pas entendu parler de réchauffement climatique. Et je dirais presque surtout les pays pauvres, qui sont les plus à trinquer à l'heure actuelle. Donc, le résultat, ça sera l'addition des actions que chacun doit entreprendre à son niveau personnel, familial, industriel, je ne sais pas. Chacun doit être... Mais ce qu'il y a, c'est, je le répéterai peut-être, c'est une fièvre chronique de la Terre. Vous voyez, 1 degré. En médecine, vous voyez le médecin qui vous parle, la Terre, elle a pris 1 degré. Imaginons que sa température normale, c'est 38. Si on fait un parallèle, d'ailleurs, en quantité thermique, la Terre, elle a pris 1 degré. Elle a 38 aujourd'hui. Et voyez les dégâts qui commencent à arriver. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. Et le problème des maladies chroniques, vous voyez, en médecine, on appelle ça une fébricule, une petite fièvre. On dit, il va falloir qu'on s'en occupe, il va falloir qu'on s'en occupe. Oh, je ne suis pas très bien. Et puis, pam, arrive une première complication. Vous voyez, voilà. Ben, la Terre, elle en est là. Il faut vraiment qu'on s'en occupe à 38 et éviter qu'elle arrive à 39. Quoi. Merci Jean-Louis Etienne pour ce premier témoignage. Vous restez avec nous, bien sûr, on vous retrouvera tout au long de cette table ronde. Je voudrais accueillir maintenant un jeune, alors c'est un mot qui veut tout dire et rien dire, mais néanmoins, voilà, puisque Maxence a 19 ans, il a passé le bac l'année dernière, il va nous rejoindre sur la scène, sur vos écrans également. Maxence qui est aujourd'hui étudiant dans une école d'ingénieurs à Lille, après avoir passé toutes ces années de lycée à Dijon. Est-ce que Maxence, tu es avec nous? Est-ce que tu vas arriver avec nous sur scène pour que je puisse... Voilà, bonjour Bonsoir. Maxence. Voilà. Bonjour. Tu nous parles de Lille, j'imagine? Oui, je suis à Lille et c'est un plaisir de pouvoir participer à ce live avec vous ce soir. Alors, je voulais prendre quelques petites minutes voilà, pour discuter
avec toi. Tu viens d'écouter Jean-Louis Etienne, voilà, qui connaît la planète comme personne. Peut-être déjà une réaction par rapport à ce qu'a dit Monsieur Etienne, sachant que toi, voilà, on en reparlera tout à l'heure, mais tu es quelqu'un d'engagé qui a participé effectivement à des marches sur le climat que tu as même co-organisé à Dijon. Voilà, peut-être déjà une première réaction de voir ce parcours et ce qu'a dit Jean-Louis Etienne. Je trouve que ça a été très bien vu. Alors, bon, évidemment, un sujet aussi énorme, on survole, mais on a pu voir un petit peu l'ensemble. Après, évidemment, là, on parle des problèmes et moi, les problèmes du réchauffement climatique et que voit notre environnement au jour le jour, j'en suis conscient, mais j'essaye, on va dire, de pas les mettre sur le premier plan, même si c'est nécessaire. Mais je préfère concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Alors toi, tu es dans l'action. Donc je disais, tu as co-organisé la marche pour le climat des jeunes le vendredi à Dijon. Ton engagement sur ces questions écologiques au sens large, il t'est venu je vais faire vite, mais lors d'un stage de troisième où tu étais sur une expérience en sylviculture, donc pour connaître le monde de la forêt. Et il se trouve que c'est un endroit privé où se sont passées des chasses privées. Et a changé complètement de vision parce que tu as vu plutôt des animaux morts à la chaîne que des arbres dont il fallait mieux connaître le développement. À partir de là, voilà, qu'est-ce qui s'est déclenché en toi? Tu as créé le club écologie de ton lycée. Voilà, comment est-ce que ton parcours s'est un peu forgé? Voilà, c'est ça. Alors en fait, pour moi, on va dire que ça commence vers mes 15 ans et aujourd'hui, je pense que je peux dire que depuis 4 ans, j'oriente de plus en plus ma vie. Ma vie est militante et est un combat de préservation. Donc aujourd'hui, je suis végétarien, je ne prends pas l'avion. Là, actuellement, je suis en train d'essayer d'arrêter la voiture et je commence le zéro déchet. Enfin, j'essaye de faire tout ce qui est à mon pouvoir. Et oui, on parlait du club écologie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été contacté à la base pour ce congrès. J'ai créé dans mon lycée un club écologie, un petit peu en lien avec l'appel d'ailleurs, et qui avait pour but, il n'y avait rien, donc pour essayer de faire des efforts au niveau de l'école, du lycée. Et est-ce qu'aujourd'hui, cette âme de militant, voilà, tu l'avais à 15 ans, tu l'as toujours à 19 ans, c'est un mot qui te convient? Oui, je pense, oui. Même si ça prend de l'énergie, même si on a peut-être des ennemis aussi, je ne sais pas, quand on est militant et qu'on a des convictions et qu'on surtout on les vit au quotidien. Bien entendu, ça crée un Un peu petit peu fort. des dissonances Ouais. et des soucis, mais pour moi, c'est assez important et au fur et à mesure du temps, c'est de plus en plus compris. Euh, euh, ça permet ça permet le débat. Alors, j'ai pas toujours été très bon en débat, mais je pense qu'en grandissant, j'ai des arguments plus posés et je mène mieux un débat. Donc, Ça veut dire que tu t'énerves moins, c'est ça? Tu es moins virulent? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc ça veut dire aujourd'hui, si je comprends bien, que tu es moins un ovni pour tes copains qu'il y a 2-3 ans? C'est ça. Jean-Louis Etienne, qu'est-ce que vous entendez là derrière l'engagement de Maxence? Moi, j'entends que Maxence est un militant et ça, c'est contagieux. Vous voyez, c'est beaucoup plus contagieux un militant heureux. Bon, parce que j'ai écouté son parcours, j'ai regardé, donc il a une culture de la complexité environnementale. En même temps, il a l'intelligence des solutions et il a la sagesse de les mettre en œuvre. C'est ça qui est important. Et je comprends que dans un passé récent, d'ailleurs, parce que tu es assez jeune, on peut s'énerver. On peut s'énerver devant l'obscurantisme, si vous voulez, quand on parle de ces questions-là. Et il faut faire preuve de beaucoup de diplomatie, mais surtout de pédagogie. C'est la pédagogie qui fait que pour être acteur, il faut incarner les choses. Et on voit bien que Maxence incarne ce qu'il dit, vous voyez. Et ça, c'est important. Alors, on va accueillir alors j'espère un parent, une maman heureuse après avoir entendu un jeune heureux. Voilà, Cindy Schweizer qui fait partie voilà, de la commission environnement de l'Appel, qui est impliquée depuis longtemps sur le terrain. Et Cindy Schweizer voilà, qui vous a écouté évidemment. Bonjour Cindy, qui vous a écouté bien sûr Jean-Louis Etienne. J'imagine que ça vous a aussi suscité peut-être des questions, des réflexions par rapport à ce constat sur la planète qui va mal. Bonjour, bonjour Monsieur Etienne. Merci Sophie.
Moi, Monsieur Etienne, ce qui m'a intéressé dans votre partage d'expérience, c'est qu'on sait effectivement que vous connaissez très très bien les pôles. Vous nous avez parlé donc des phénomènes de fonte et de fragilisation de la banquise. Moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était un peu recueillir vos conseils, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que par rapport à ces phénomènes de dérèglement climatique, de montée générale des eaux, nous, parents, nous, éducateurs, en fait, on pourrait se dire, mais à notre échelle, on ne peut pas faire grand-chose, donc on pourrait se résigner. On pourrait se dire aussi, pire que ça, même tomber dans l'anxiété chronique en se disant, mais oh là là, quel monde attend nos enfants, quelle catastrophe. Et ce que j'aimerais, moi, avoir comme avis concernant, c'est qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour éviter justement cette résignation, pour éviter qu'on la transmette à nos enfants. Moi, ça m'intéresse effectivement que vous partagiez avec nous le positif de votre discours sur ce sujet-là. Et je pense que ça va vous plaire, Jean-Louis Etienne, d'être positif. Oui. Bon, prenons trois choses, trois domaines sur lesquels on peut chacun être efficace dans sa vie de tous les jours, le transport, l'habitat, la nourriture. Le transport, donc Maxence l'a évoqué déjà, il ne prend plus les transports qui consomment du pétrole. Parce qu'en fait, notre ennemi au sens large, si vous voulez, c'est quand même les énergies fossiles. C'est ce qu'il ressort chaque fois des conséquences du réchauffement climatique, ce sont les consommations d'énergie fossile. La transition va être lente, ça s'appelle une transition énergétique et ce n'est pas pour rien, parce qu'à l'heure actuelle encore, 80% de l'énergie qui est consommée à la surface de la planète, 80%, elle vient des fossiles. Vous voyez, donc la transition va être lente, il faudrait tout de suite arrêter le charbon, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais bon, c'est compliqué. Là, j'appréhende les choses d'une manière globale. Mais à l'échelle personnelle, le transport, on peut effectivement aujourd'hui, et on le voit, ça s'est développé avec la pandémie, là, les transports en commun, la trottinette, le vélo, tous ceux qui ne consomment pas, effectivement, tous ceux qui n'émettent pas dans son transport des énergies fossiles. Le covoiturage, j'habite dans le Tarn, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait l'autoroute entre Albi et Toulouse, et il y avait des sorties, et à chaque sortie, il y avait marqué « parking covoiturage ». Et je trouvais ça qui était extrêmement développé. Donc le covoiturage est une occasion, si vous voulez, pour limiter par 3 ou 4 le nombre de personnes qui sont dans la voiture. Ça, c'est bien. J'aime bien le dire parce qu'on me l'a raconté, ça peut créer des mariages. Vous voyez, des gens qui se rapprochent, qui se connaissent, ça crée des amitiés, c'est du réseau. Après, il y a l'habitat. Alors l'habitat, ce qui est intéressant, c'est limiter le plus possible les pertes thermiques. Alors ça, c'est un sujet... on en parlera beaucoup, notamment avec Véronique Fayet dans un instant. Oui. Et la nourriture, alors Maxence, il est devenu végétarien. On peut être manger à la fois de la végétation et des matières animales raisonnables. C'est quelque chose qu'il faut être raisonnable, si vous voulez. Moi, j'ai fait une spécialité de nutrition. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Il faut savoir alterner les choses, ne pas se mettre dans des tunnels, acheter les choses qui sont le plus à proximité, c'est-à-dire limiter tout ce qui peut être du transport. Et puis la qualité, souvent, elle est meilleure dans quelque chose qu'on achète, qu'on maîtrise, dont on connaît l'origine. Voilà quelques pistes, Cindy. On en reparlera également tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup d'autres pistes qu'on va explorer ensemble. Je vais maintenant accueillir nos autres intervenants, Jacques Bréjon, Véronique Fayet et sœur Cécile Renoir, voilà, qui vont arriver sur scène avec moi. Jacques Bréjon est conseiller du groupe Unilassal, mais qui est également créateur du Collège des hautes études de l'environnement, créé en 1995. Bonsoir Jacques Bréjon. Véronique Fayet du Secours catholique. Et sœur Cécile Renoir qui a créé le campus de la transition, qui nous expliquera dans un instant, voilà, ce lieu académique innovant situé en Seine-et-Marne et qui regroupe une sorte d'écolieu de formation, voilà, dédié à la transition écologique et sociale, qui regroupe au quotidien 25-30 personnes. Voilà, elle nous expliquera tout à l'heure bien mieux que moi, mais je voulais que vous suiviez l'action concrète de Cécile Renoir. Jacques Bréjon, je voudrais quand même un instant qu'on revienne sur le constat. On le disait avec Jean-Louis Etienne, la planète ne va pas très bien, la glace fond notamment, mais vous voulez pointer
d'autres effets dont on parle peut-être moins, qui sont peut-être encore plus inquiétants. Désolé, mais voilà, il faut quand même qu'on en parle. Écoutez, merci d'abord de votre invitation et je suis ravi d'entendre Jean-Louis Etienne. Évidemment, nous partageons les mêmes opinions et les mêmes certitudes aussi. Oui, alors l'enjeu majeur, c'est évidemment l'enjeu climatique, hein, qui détermine énormément d'autres paramètres et qui va avoir des influences sur les conditions de vie de l'humanité à des échéances beaucoup plus proches que celles que nous pensions il y a seulement 15 ou 20 ans, parce que j'ai la chance d'avoir pour ami Jean Jouzel, et Jean Jouzel me disait il y a 20 ans, oui, la banquise, elle sera plus là en 2080, mais depuis, ce n'est plus 2080. Donc maintenant, on est dans des horizons de disparition de la banquise pendant l'été aux alentours de 2040. Donc les évolutions climatiques vont très vite, beaucoup plus vite que ce que l'on avait imaginé. Et on avait fait des projections sur la base de la concentration en CO2. Et ça a été évidemment le principal gaz qui a été surveillé. Mais pourquoi? Parce que c'était le plus facile à surveiller. Mais il y a d'autres gaz, et notamment le méthane, qui évolue différemment que le CO2. Et le méthane risque fort d'être largement diffusé dans l'atmosphère à la faveur de la fonte des sols gelés, donc notamment le pergélisol qui se trouve dans les régions sibériennes et du Nord-Canada. Et donc là, on risque d'avoir des bouffées de méthane qui vont bien perturber le fonctionnement de l'atmosphère avec peut-être des évolutions de la température un peu erratiques et en tout cas bien différentes de celles que l'on a vues jusqu'à présent. Donc on est dans la... Peut-être peut-on mettre... Peut-être, au-delà du climat, peut-être mettre en avant aussi des effets géopolitiques de ces changements climatiques. Alors, voilà, justement, et donc les conséquences du réchauffement climatique sont diverses et variées. La première, c'est sur la biodiversité, mais ça a été évoqué, donc on ne va pas insister. Tout ça est dans un système, justement, dans une relation systémique avec la démographie, avec l'énergie. Alors, expliquons. La démographie n'est pas le moindre paramètre dans l'évolution du climat. Chaque être humain émet des gaz à effet de serre. Et la question démographique est assez peu évoquée, mais je voudrais quand même souligner que quand le Collège de France a créé sa chaire sur le développement durable, il l'a confié à un démographe, Henri Déridon. Et il est évident que chaque être humain a besoin de se nourrir, mais sa nourriture correspond à des émissions de gaz à effet de serre. Il a besoin de se loger, il a besoin d'habiter, il a besoin de se transporter. Et donc, toute son activité est émettrice. Et donc, vous imaginez bien que des perspectives démographiques qui nous amènent à quelques 10 ou 12 milliards d'habitants aux alentours de 2050, eh bien, ces perspectives-là ne vont pas nous aider dans la lutte contre le réchauffement climatique. Donc, il y a des questions. Est-ce que vous pensez, pardon de vous interrompre, Jacques Bréjon, est-ce que vous pensez qu'au-delà de cet aspect démographique, voilà, on se demande même s'il faut peut-être réguler, ce qui pose d'autres difficultés éthiques, religieuses. Bien sûr, c'est la question qui se pose et qui n'est pas vraiment évoquée, mais certains démographes n'hésitent pas à le dire. Une régulation de la démographie permettrait de limiter le réchauffement climatique. Évidemment, ça vient heurter des convictions de certaines cultures, mais aussi de certaines éthiques et certaines convictions religieuses. Donc, on est. Est-ce que vous pensez aujourd'hui est-ce que vous pensez aujourd'hui, pardon, que le changement climatique pourrait produire des guerres ou des mouvements terroristes? Oui, bien sûr, il est déjà source de conflits locaux, parce que l'accès à l'eau devient problématique dans certaines régions du monde. Mais derrière l'eau, c'est l'agriculture. Derrière l'agriculture, c'est l'alimentation. Derrière l'alimentation, c'est la capacité à habiter un territoire. Et donc, quand les conditions climatiques ne permettent plus à des populations de vivre chez elles, eh bien, que font-elles? Elles migrent. Et c'est normal. Et elles migrent, pas forcément vers des contrées lointaines, mais parfois tout simplement à côté. Et donc là, vous avez des conflits locaux qui sont déjà existants, mais qui ne vont que se renforcer. Donc, ces conflits, s'ils ne sont pas maîtrisés par une action internationale moins égoïste que celle que l'on a aujourd'hui,
Eh bien, si ces conflits ne sont pas étouffés, ils vont être récupérés par certains mouvements intégristes qui récupèrent assez facilement les populations en désarroi. Derrière l'intégrisme, ça va être le terrorisme. Derrière le terrorisme en local, ça va être du terrorisme exporté. Et voilà ce qui est en train de s'écrire sous nos yeux, et on le voit bien. Donc il y a des risques de dérapage, et peut-être que les premiers effets du réchauffement climatique que nous aurons à redouter, ce sont des effets de cette nature, avant même que nous ayons les pieds dans l'eau. Voilà. Avant que le niveau de l'eau monte. Merci pour ce constat, Jean-Louis Etienne. Je vous ferai réagir dans un instant parce que je voudrais donner la parole à Véronique Fayet, présidente du Secours catholique. Voilà, vous aussi, bien sûr, vous voyez l'homme avec un grand H, première victime des désastres écologiques. Il crée ces désastres et il crée des victimes. Oui, absolument. Alors bonjour à tous. Oui, on le voit en France, mais encore plus avec nos partenaires internationaux, évidemment, nos partenaires des Caritas ou d'autres partenaires ONG dans le monde. En Amazonie, par exemple, on a bien vu que pendant la pandémie, profitant de ce que le monde entier regardait ailleurs, était préoccupé par autre chose, eh bien, les industriels et l'agro-industrie en a profité pour augmenter les incendies de forêt en Amazonie de manière effrayante. Et quand il y a un incendie de forêt, bien sûr, c'est un drame pour la planète, parce que derrière, il y a de la monoculture qui arrive, il y a aussi des industries extractives du pétrole ou de l'or ou autre, mais c'est surtout un drame pour les communautés. Et des toutes petites communautés amérindiennes qui sont chassées, qui sont méprisées, qui voient leurs terres polluées, qui sont obligées de migrer, évidemment, donc ils partent un peu plus loin avec les trois petits biens qu'ils possèdent encore. Voilà, donc ce sont des drames humains tous les jours, ce sont des drames humains au Bangladesh, où les plus pauvres habitent systématiquement au bord de l'eau, et plus on est riche, plus on habite un petit peu en hauteur. Voilà, et quand vient la montée des eaux, eh bien ce sont les pauvres qui perdent tout. Et puis on l'a vu en particulier pendant la pandémie. Cette pandémie, elle nous a montré que les pauvres étaient les plus vulnérables. Alors dans les pays pauvres, particulièrement en Inde ou au Bangladesh, on a eu des témoignages de nos partenaires qui nous disaient des millions de personnes ont perdu leur travail, et dans un pays où il n'y a pas de système de protection sociale, eh bien perdre son travail, ça veut dire être réduit à la famine. Donc la pauvreté qui avait un petit peu diminué dans le monde depuis ces dernières années, notamment dans des grands pays comme la Chine ou l'Inde, risque à nouveau d'augmenter avec des problèmes de grande pauvreté, de faim. Et en France aussi, ce sont les plus pauvres qui sont touchés par la pandémie. J'aimerais vous entendre, Véronique Fayet, sur cet aspect très, très difficile peut-être, ou en tout cas pas forcément accessible comme ça au premier abord, que la transition écologique à laquelle nous sommes appelés doit favoriser la justice sociale. Comment aujourd'hui, quand on défend la planète, en fait, on défend la justice sociale? Quel est le raisonnement qui permet justement de mettre l'homme au centre? Oui, alors déjà, je pense qu'il y a eu des paroles fortes qui nous ont été données en 2015. Il y a eu en 2015, il y a eu la COP 21, qui reste quand même un événement important, mais il y a surtout eu un accord de l'ONU qui s'appelle un accord pour les objectifs du développement durable. Donc les pays de l'ONU se sont donné 17 objectifs de développement durable. Et dans le développement durable, on oublie un peu qu'il y a toujours 3 dimensions. Il y a bien sûr la dimension environnementale qui est très forte, mais quelquefois on en reste là. Il y a la dimension économique et la dimension sociale et humaine. Et dans ces objectifs du développement durable, l'objectif numéro 1, c'est éradiquer la pauvreté. Et l'objectif numéro 2, c'est éradiquer la faim dans le monde. Donc on voit bien que tous les pays de l'ONU en 2015 avaient lancé un signal fort en disant la dimension numéro 1 du développement durable, c'est l'homme, la protection de l'homme et l'homme le plus fragile. Et puis on a eu en 2015 aussi le message du pape, Laudato Si, qui nous a dit attention, il faut écouter la clameur de la terre, oui, mais aussi bien la clameur de la terre que la clameur des pauvres et la clameur de la terre, et ça va ensemble. Et donc, on voit bien que, notamment dans les exemples que j'ai pris, par exemple, sur l'Amazonie, les populations amérindiennes ont beaucoup à nous apprendre sur la protection de la terre, la protection de la forêt, sur la vie des arbres, la vie de la nature, la biodiversité.
Et au lieu de les écouter, on les méprise, on détruit l'environnement, on les détruit, on détruit leur culture. Donc, on détruit à la fois la culture amérindienne et on détruit la planète. Et donc, à l'inverse, protéger les cultures amérindiennes, par exemple, comme le pape a voulu le faire en lançant, par exemple, le synode sur l'Amazonie, protéger la culture amérindienne, c'est protéger la planète et protéger la forêt. Comment peut-on bafouer autant l'humain dans cette histoire? Alors que ce sont les hommes qui sont à l'origine de tous ces maux, c'est quand même choquant. Oui, je crois qu'il y a derrière, il y a ce que le pape appelle le dieu argent. Il y a la soif de pouvoir qui est inextinguible, la soif d'argent. Voilà, le drame aujourd'hui avec la destruction de la planète, on a en même temps un mouvement extrêmement fort d'augmentation des inégalités. Avec maintenant, on est à une poignée de milliardaires, alors je crois qu'on est à 50 ou 70, enfin peu importe, une poignée de milliardaires dans le monde qui détiennent autant de richesses que la moitié la plus pauvre du monde, que 3 milliards et demi de personnes. Donc, la soif de pouvoir, la soif de l'argent, effectivement, est un des poisons du monde d'aujourd'hui. Et le refus d'écouter les plus pauvres, c'est-à-dire d'écouter ceux qui savent, qui ont un lien direct avec la nature et l'environnement et qui savent comment on protège la nature et comment on vit en harmonie avec la nature. Mais voilà, quand on a de l'argent, on pense que tous ces savoirs-là, ces savoirs terriens, j'allais dire, n'ont que peu de valeur et on les méprise. Merci Véronique Fayet pour cette première intervention. On réécoutera évidemment tout à l'heure. Je voulais faire réagir sur Cécile Renoir qui va évidemment adhérer à beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc je le redis, peut-être donc ce campus de la transition que vous avez créé en région parisienne avec 25-30 personnes qui s'installent pour quelques mois pour vivre au quotidien cette transition écologique. On en parlera tout à l'heure pour montrer que c'est possible de vivre de cette façon-là et de se poser les bonnes questions en donnant du sens à ce qu'on fait. Peut-être d'abord vous entendre aussi sur un petit peu ce que disait Véronique Fayet. Est-ce qu'aujourd'hui vous considérez que les élites qui nous gouvernent, finalement, est-ce qu'elles ne sont pas formées uniquement sur un modèle économique qui prône la croissance et peut-être pas assez le vivant? Voilà, c'est là où ça pêche aussi peut-être. Oui, alors d'abord, bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Oui, par rapport à la question que vous posez, c'est certain qu'à l'origine du projet du campus, il y avait vraiment cette idée d'aider à déformater, si on peut dire, les étudiants et les cursus, notamment d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs. Et puis ça, c'était l'idée initiale. Et rapidement, on m'a dit, mais en fait, c'est tout l'enseignement supérieur qu'il faut revoir pour intégrer de façon systématique et transversale les questions écologiques et sociales dans toutes les disciplines. Et c'est bien, le campus, c'est à la fois un écolieu, mais c'est un lieu qui veut de formation, de recherche, d'expérimentation pour pouvoir agir non seulement à l'échelle locale, mais à d'autres échelles, ce qui correspond exactement à ce qui vient d'être dit par aussi Jean-Louis Etienne, Jacques Bréjon, Véronique Fayet. Alors, vous accueillez, évidemment, on l'a bien compris, des étudiants d'école de commerce, mais ce n'est pas que cela. Vous accueillez aussi des publics très différents. Vous accueillez évidemment aussi les écoles autour, moins maintenant parce que c'est plus compliqué avec la situation sanitaire, on le comprend très bien. Mais aujourd'hui, en fait, vous êtes là pour montrer, j'allais dire de façon vivante, que la croissance économique, c'est pas l'alpha et l'oméga. Voilà, la transition écologique qu'on a souhaite, en tout cas, est très très loin de ce modèle de croissance économique au cœur des préoccupations. Oui, et puis je pense que peut-être un certain nombre d'entre vous ont entendu parler d'un livre au titre assez imagé qui est L'économie du donut de Kate Raworth, qui travaillait chez Oxfam et puis qui est chercheur attaché à Oxford et qui souligne combien l'économie, c'est la création de richesses. A priori, l'économie est au service de projets qui sont supposés avoir une utilité sociale pour les consommateurs, pour les citoyens. Et l'idée, c'est de pouvoir développer des activités économiques en respectant à la fois un plancher social et un plafond environnemental, c'est-à-dire réfléchir justement pour intégrer ces questions écologiques et sociales dans toutes les dimensions des activités et en ne réservant pas ça à certaines entreprises dites à mission ou autres.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui doit traverser la réflexion sur le changement des modèles économiques et du coup des modèles entrepreneuriaux et donc de nos modes de vie. Voilà, ce qui rejoint ce que disait Maxence tout à l'heure. Je voulais vous faire réagir aussi à un sondage que l'Appel a fait réaliser par BVA, voilà, sur ces questions d'engagement, de défis écologiques. Et voilà, donc sondage qui a interrogé des parents qui se disent plus écolos que leurs enfants. Alors j'avoue que j'ai été la première surprise parce qu'on a toujours l'impression que ce sont les jeunes qui poussent et qui donnent des leçons à leurs parents. Un ou deux chiffres, voilà, 92% des parents se disent attentifs à la réduction des déchets, 91% considèrent que l'éducation des jeunes à l'écologie est une priorité et les parents trouvent que finalement leurs enfants ne s'intéressent qu'à 78% de la réduction des déchets contre 92% pour les parents. Voilà. Est-ce que ça vous a surpris, Sœur Renoir, voilà, ce décalage est-ce que les parents se voient un peu trop beaux qu'ils ne le sont ou comment À mon avis, la question c'est entre la déclaration d'intention et les actions concrètes, pratiques, quotidiennes, régulières, l'interrogation sur la façon dont ça a des effets aussi sur la manière d'envisager son activité professionnelle, de réfléchir à nos responsabilités collectives. Voilà, enfin, pour moi c'est tout l'enjeu. Ce qui m'a marqué, c'est que de toute façon les chiffres sont très élevés. Voilà, de part et d'autre, ce qui est, je trouve, une bonne nouvelle parce que je pense qu'il y a quelques années encore, je suis pas sûre qu'on aurait eu ces scores-là. Alors, ça veut dire, moi, je pense que la transition, c'est avant tout quelque chose de culturel, c'est-à-dire changer nos représentations collectives de ce qu'est une vie réussie, de qualité. Et voilà, il y a l'expression un peu galvaudée, plus de liens, moins de biens, mais ça a quand même quelque chose de très juste. Se dire finalement, quand nous réfléchissons à aux ingrédients d'une vie réussie pour chacun d'entre nous, je pense que d'une manière ou d'une autre, la question de la relation avec nos proches, dans le village, la ville où nous sommes, dans le territoire, avec les gens que nous croisons, ceux que nous rencontrons voilà, dans nos loisirs, au sport, etc. C'est la qualité des relations qui fait finalement le goût de la vie. Je pense si on regarde les choses avec profondeur. Et du coup, c'est peut-être cette expérience-là qu'il faut aider à faire voilà, dans nos vies et pour rétablir les choses à leur juste place. Sachant qu'il y a quand même toute une génération du baby-boom, notamment, qui a du mal à changer. Une génération qui a connu quand même un mode de vie basé sur la consommation, sur la pollution, voilà, sans trop réfléchir aux conséquences pour la planète. On vient de là quand même. Absolument. Et moi, je dis souvent, parce que donc je suis à Forges, en Seine-et-Marne, entourée là, en ce moment de 25 jeunes. Je pense que la moyenne d'âge doit être quelque chose comme 27 ans. Et donc, moi, je suis une vieille par rapport à eux. Enfin, on est un peu plus âgés. Et je trouve qu'il y a d'abord, il y a une complémentarité des générations, c'est certain, et qu'on ne met pas forcément tous l'accent sur les mêmes choses, et que donc, du coup, d'ailleurs, même entre jeunes. Mais ce qui est sûr, c'est que aussi les jeunes, et on le voit bien avec l'exemple que Maxence voilà, incarne aussi, ont une capacité finalement à entrer dans des modes de vie plus sobres et à faire des choix assez radicaux, ce que je vois de tous ceux avec lesquels je vis, et qui que bien souvent, moi, ils me donnent un peu des claques gentiment, c'est-à-dire qu'ils m'aident à remettre en cause certaines choses, certains aspects du confort. Véronique m'interrogeait tout à l'heure sur le chauffage à Forges. La température dans la pièce. Alors après, c'est pas pour dire, selon les âges et les sensibilités, on a plus ou moins besoin de chauffage, mais en fait, on se rend compte qu'on peut vraiment bien vivre à un chauffage à 18 degrés. Et que 19, voilà, peut-être, puis après pour les personnes plus âgées, voilà, il faut faire attention justement parce qu'il y a toutes ces questions de précarité énergétique. Mais je pense que voilà, pour beaucoup d'entre nous, quand on vit dans des endroits peu surchauffés, à 23 degrés ou plus, et chaque degré en plus fait une grosse différence en termes d'empreinte carbone. Et voilà, et c'est l'addition en fait de ces modifications qui sont pas forcément énormes dans nos vies, qui peuvent faire une vraie différence. C'est pas du tout pour rien, parce que parfois il y a un discours qui donne à croire que c'est l'écologie punitive, soit non, après moi le déluge. Et au fond, on a tous des changements à opérer. Et moi, ce que j'expérimente, c'est le fait d'être stimulé par d'autres. Et puis après, il y a voilà, des choses à prendre à une autre échelle. Et ça, c'est un peu l'expérience, par exemple, que j'ai faite l'année dernière en travaillant avec 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines pour écrire ce qui est devenu là, le manuel de la grande transition qu'on a publié. Ce grand livre blanc, voilà. On en parlera un peu plus tout à l'heure. Voilà, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Il y a différentes échelles. Voilà.
voilà, ne dévoilons pas pour le moment. Mais voilà, je vais prendre quelques questions via le chat dans quelques instants. Juste, Jean-Louis Etienne, peut-être une réaction par rapport à ce qui vient d'être dit. Alors, il y a eu beaucoup de choses sur à la fois les enjeux géopolitiques, sur la place de l'humain. Je sais qu'évidemment, vous êtes très sensible aussi au fait que la décroissance économique augmenterait le lien social. Oui, j'ai noté effectivement, Jacques a parlé d'une problématique qui est la démographie. Effectivement, on est de plus en plus nombreux sur Terre et on prévoit d'être 10 milliards en 2050, ça va faire. Et donc, comment régler cette affaire-là? Je fais des conférences et la question sort tout le temps. Donc, je dis comment on s'y prend. Soit on limite les naissances, soit on accélère la sortie. Alors, la personne est d'accord pour accélérer la sortie, c'est évident. On voit que c'est un problème de grande complexité. Alors, les Chinois ont essayé de réguler ça avec des lois. Pas plus d'un enfant par famille, deux exceptionnellement pour ceux qui habitaient à la campagne, parce qu'il faut davantage de main-d'œuvre. Et ils se rendent compte aujourd'hui que la population est en train de vieillir considérablement et que effectivement les jeunes sont devenus moins nombreux et il n'y aura pas assez de jeunes pour satisfaire le vieillissement. Donc je pense que la démographie, c'est quelque chose qui peut se régler. Bon, on voit où sont les pays où la démographie est importante. Elle peut se régler par si ces pays avaient accès à la démocratie, surtout à la démocratie, si vous voulez, parce que quand je dis démocratie, je veux dire accès à l'éducation des jeunes filles, parce que c'est elles qui peuvent réguler, si vous voulez, les naissances. Et quand ces jeunes filles auront accès dans certains pays à la scolarité, à l'éducation, qu'elles prennent davantage en compte cette situation, c'est elles qui peuvent amener une solution à ces problèmes démographiques. J'avais d'autres choses, mais j'avais deux questions pour vous. Allez-y, Sophie. Bah, peut-être qu'on va prendre, si ça vous ennuie pas, on va prendre deux questions voilà, qui viennent du chat. Alors, je baisse les yeux pour les lire. Le souci premier des 3/4 de l'humanité, de se nourrir, comment allier cela avec la sauvegarde de la planète? C'est une question que vous me posez. Oui. Alors, ben voilà, vous avez 1 minute pour répondre. Non pas pour réfléchir, mais pour répondre. À moins que Véronique Fayet ait envie de répondre à cette question. Le souci premier des 3/4 de l'humanité est de se nourrir. Comment allier cela avec la sauvegarde de la planète? Oui, on voit quand même que Ou Maxence, j'ai vu que tu te connectes, tu as envie de répondre, Maxence. Je fais une réponse. Allez-y, Jean-Louis. On voit quand même que les problèmes de nourriture, alors bien sûr, il y a des pauvres qui sont en difficulté pour avoir accès à la nourriture, on le voit déjà dans notre pays, mais les grandes communautés qui meurent de faim, si vous voulez, on voit que ça vient essentiellement souvent de conflits politiques entre populations et dont le combat le plus efficace, c'est de ne pas donner accès à la nourriture. Donc il y a derrière des grands soucis de populations qui sont en difficulté, en réelle difficulté, qui sont isolés dans des camps, effectivement, parce que ça vient souvent de combats politiques. Maxence, tu as des... Il y a aussi Véronique Fayet, oui, il y a aussi la grande question du gaspillage, en fait, parce que le pape le disait déjà dans Laudato Si, je crois qu'il y a 1/3 de la production alimentaire mondiale qui finalement est jetée, soit dès le lieu de production, soit dans la chaîne de transport, soit chez les commerçants, soit chez le particulier. Donc, sur tous ces intervenants-là, en fait, on jette 1/3 de la production. Donc, on a pillé la planète pour rien, on a consommé de l'eau pour rien. Donc, c'est plus un problème, comme le disait Jean-Louis Etienne, oui, de répartition, de distribution, de géopolitique. Et la planète peut nourrir tout le monde aujourd'hui. Mais la question du gaspillage est centrale. Et ça peut être un point d'attention pour chacun de nous, puisque chaque Français jette entre 20, Maxence doit connaître les chiffres mieux que moi encore, chacun, je crois, jette entre 20 et 30 kilos de nourriture, enfin gaspille entre 20 et 30 kilos de nourriture par an. C'est démentiel. Maxence, tu voulais intervenir? J'aimerais beaucoup revenir sur ce que vous avez dit. C'est intimement lié avec la démographie. Moi, il y a un chiffre qui m'a énormément marqué. Avec la production actuelle que nous avons aujourd'hui dans le monde, nous sommes capables, en termes de kilocalories, de nourrir 25 milliards d'êtres humains. Oui. Donc, quand on évoque la question de démographie, de devoir réguler, pour moi, c'est une aberration de se dire qu'on va devoir s'infliger des problèmes éthiques et moraux aussi énormes, alors que
par un simple changement et un effort individuel, on pourrait laisser chacun libre du nombre d'enfants qu'il veut avoir. C'est pour moi la question. Si on doit arriver à la question de la régulation démographique, ça engendrera énormément de conflits, énormément de problèmes de société. Et pour moi, c'est une question qu'on ne devrait même pas aborder puisqu'on a des moyens de lutter. Enfin, on peut agir avant d'en arriver là. Tout ça, et le moyen est très simple, on l'a évoqué déjà par le gaspillage alimentaire, mais aussi par le changement de notre mode de consommation. Alors, un exemple que je prône naturellement, c'est le végétarisme, mais il y a aussi d'autres solutions. Le local, mais le local appliqué à une autre échelle. On connaît par exemple les problèmes sur les océans liés à la surpêche. Évidemment que toutes les populations du monde ne peuvent pas manger des produits halieutiques. Donc, il faut accepter de ne pas pouvoir manger comme un Autrichien, de ne pas pouvoir manger comme un Brésilien. On doit pouvoir manger ce qui est produit chez nous. Un Français ne doit pas pouvoir manger d'ananas et c'est quelque chose qu'on doit accepter. Manger ce qui est fait chez nous, manger ce qui consomme peu de calories. La viande nécessite 7 fois plus qu'autre chose. Donc, on a les moyens de vivre tous ensemble, d'éradiquer la faim dans le monde par le simple changement de consommation alimentaire qu'on peut avoir. Petit commentaire à l'instant sur le chat. Nous étions 900 millions en 1800, plus de 7 milliards en 2020. La démographie est une des difficultés. Certains jeunes couples ne veulent pas avoir d'enfants. C'est à la fois terriblement triste et en même temps terriblement responsable. Vous voyez, Jacques Bréjon, avec votre aspect démographique, vous avez suscité beaucoup de débats et de réactions et je trouve ça intéressant. Peut-être rapidement, avant d'enchaîner sur une partie, on va se projeter un tout petit peu plus sur l'avenir. Alors, je ne sais pas si ça suppose une réponse d'ailleurs, mais peut-être Jean-Louis Etienne, ou selon vous, est-ce qu'écologie peut rimer avec handicap? Les personnes à mobilité réduite sont souvent dépendantes de leur véhicule, par exemple. Voilà, l'idée n'est pas de supprimer complètement la voiture, hein, personne ne l'a dit. Ah non, mais... non, pas du tout. Vous voulez dire que les personnes handicapées auront forcément besoin de leur voiture et donc il est évident que oui, enfin, c'est extrêmement marginal. En plus, si vous voulez, je pense qu'ils sont déjà handicapés dans l'existence. On ne va pas en plus leur demander de ne pas prendre la voiture. En général, ce sont des gens qui se déplacent par eux-mêmes souvent avec des véhicules qui sont très performants aujourd'hui, mais on ne va pas supprimer la voiture. On voit bien, il y a une évolution intéressante quand vous regardez, parce que les constructeurs automobiles se sont trouvés face à un défi, c'est que tout d'un coup, il faut limiter considérablement les émissions de CO2 par les moteurs thermiques. Que fait l'industriel? L'industriel, il ne va pas perdre toute sa clientèle, si vous voulez. Pour la conserver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proposer des moteurs qui consomment beaucoup moins. C'est pour ça, moi, c'est ce que j'appelle la croissance durable. Vous voyez? Durable, c'est faire des progrès qui améliorent la vie et en même temps qui permettent de mieux protéger la planète. Qui sont respectueuses. Ouais. Merci de ces premières questions et de ces premières réponses. Je vais poser une question qui va permettre d'enchaîner sur cette partie plus ouverte sur l'avenir avec Jacques Bréjon qui va revenir avec nous sur scène. Comment aussi faire prendre en compte dans les programmes scolaires un aspect citoyen de l'économie et écologique, comme on avait des cours d'instruction civique, il faut peut-être des cours d'instruction écologique. Voilà, il faut peut-être des cours d'instruction écologique. J'imagine, Jacques Bréjon, que cette question, ce témoignage, plus qu'une question, vous parle. Jacques Bréjon, si vous pouvez nous rejoindre, parce que je voulais parler avec vous justement de cet aspect du rôle de l'école et de l'éducation qui est crucial. Ou si vous n'êtes pas là, Jean-Louis, vous n'arrivez pas à vous reconnecter. Jean-Louis Etienne, peut-être j'imagine que vous êtes favorable à des cours d'instruction écologique. Complètement, mais quand vous avez prononcé le mot instruction écologique, j'ai vu Sœur Cécile qui a ouvert un large sourire, si vous voulez. Je lui laisse la parole parce qu'elle est vraiment dans ce domaine-là. Alors, exactement. Peut-être, voilà, si vous voulez donner quelques idées là-dessus. Oui. Et du coup, parler de votre manuel, parce que là, exactement. Mais
ça me rappelle des discussions que j'avais eues à plusieurs reprises, parce que j'avais été invitée à discuter avec des élèves de terminale des établissements scolaires de l'Assomption dans plusieurs lieux, là, il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et j'ai été frappée du fait que les élèves me disaient, en gros, nous, le développement durable, on en soupe depuis qu'on est petit. Et en gros, on a parfois l'impression que c'est un ensemble de choses, de pratiques, plutôt qu'une réflexion beaucoup plus systémique, approfondie aussi sur le sens qu'on donne à la vie, sur de ces solidarités internationales vis-à-vis des générations futures. Voilà. Alors, c'est vrai que un peu à l'origine du campus, c'est vraiment ce souci-là de réfléchir à ce qui pourrait être inscrit dans les cursus. Alors, on a réfléchi davantage au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, le manuel de la grande transition que j'évoquais tout à l'heure, c'est le fruit d'un travail qui, au départ, a été demandé par la ministre de l'Enseignement supérieur et son directeur de cabinet, qui avait bien, en gros, qui percevait le côté, comme il me disait, hors système du campus, et le fait que nous avions un bon écosystème d'enseignants-chercheurs, aussi de praticiens, professionnels en entreprise et autres, et puis d'étudiants, doctorants, très concernés par la question écologique. Et donc, on nous a demandé de piloter l'écriture d'un livre blanc sur l'enseignement supérieur à l'heure de la transition écologique et sociale. Et de fil en aiguille, donc, on a rassemblé des enseignants-chercheurs, quelques étudiants du mouvement pour un réveil écologique et quelques professionnels pour réfléchir à ce qui est un peu un socle commun de connaissances et compétences pour s'engager dans la transition en essayant de poser un diagnostic approfondi, transdisciplinaire, et qui soit surtout une façon de comprendre pour agir. Avec cette idée, justement, et ça rejoint le côté citoyen de l'enseignement, que voilà, aucun savoir n'est neutre, même s'il faut ensuite respecter chaque discipline dans ses spécificités, les façons de raisonner qui ne sont pas les mêmes quand on est du côté des humanités que du côté des sciences dites dures ou de la nature. Il y a absolument besoin de pouvoir s'engager. Voilà. Jacques Bréjean a apparu et alors, il est disparu. Est-ce que Jacques Bréjean nous... Allez-y, continuez comme ça, c'est très bien. Oui, très bien. Jacques Bréjean, est-ce que... Parfait. Oui, on vous entend très bien. On vous entend très bien. Alors, vous avez effectivement entendu cette question sur l'instruction civique écologique, est-ce que ce que vient de dire Cécile Renoir aussi. Je voudrais vous soumettre un autre élément qui est toujours issu du sondage BVA commandé par l'Appel, qui montre très clairement que les parents attendent que l'école s'engage. L'école doit franchir l'écologie doit franchir les murs de l'école pour être intégrée aux pratiques et à l'enseignement. Comment vous, Jacques Bréjean, aujourd'hui, vous jugez l'école? Est-ce qu'elle est en mouvement? Est-ce qu'elle est à l'arrêt? Est-ce qu'elle bouge? Je voudrais rappeler que l'école a une mission qui est d'abord de former des citoyens. Et même quand on se réfère au socle commun de connaissances et de compétences, qui est un peu, si j'ose dire, la Bible de l'éducation nationale, on évoque aussi la capacité à comprendre les enjeux du monde et à relever les défis. Et ça, c'est la mission première. Après, on transmet des connaissances. Et le fait-elle aujourd'hui? On est un peu loin du compte, pour tout vous dire. Et si l'éducation à l'environnement a déjà 40 ou 50 ans derrière elle, elle a été lente à se transformer en éducation au développement durable. Et je vous dirais même que l'éducation au développement durable me paraît encore en dessous de ce qu'il faudrait que nous fassions. Aujourd'hui, l'éducation au développement durable, qui est en progrès, je ne sais pas tout, elle se traduit par quelques heures d'enseignement dans les disciplines, notamment en économie, en géographie, en sciences de la vie, etc. Mais ça reste quelques heures. Il y a une démarche officielle qui s'appelle les démarches E3D, c'est-à-dire établissement en démarche de développement durable, qui est assez complète et qui vise non seulement la vie dans l'établissement, mais aussi la pédagogie, mais à un niveau qui reste insuffisant. Et nous avons été appelés il y a maintenant, c'était au sortir du Grenelle de l'environnement, Jean-Louis Borloo et Xavier Darcos m'avaient confié un travail interministériel pour la réalisation d'une stratégie de l'éducation au développement durable. Et nous avions sorti quelques points clés. Et donc ces points clés, c'était notamment la formation des enseignants. Et la formation des enseignants est toujours très très limitée dans le domaine public en tout cas.
Et l'autre point clé, c'était l'intégration d'espaces pédagogiques interdisciplinaires. On ne peut pas aborder le développement durable comme une discipline et on ne peut pas non plus l'aborder de manière sectorielle. Et donc, le développement durable est… Ce que vous voulez dire, c'est que la matière développement durable doit être présente voilà, dans toutes les matières. On doit former, oui, Jean-Louis Etienne, je vous donne la parole dans un instant. On doit former un cerveau avec un ADN. C'est la finalité de l'éducation qui est en cause. Est-ce que l'éducation est là simplement pour transmettre des connaissances ou bien pour fabriquer des citoyens pour une société qui est face à une crise majeure à laquelle il va falloir qu'elle réponde? Et qui va répondre, si ce n'est les générations qui sont actuellement dans nos écoles et dans nos universités? Merci Jacques Bréjon. Je vais peut-être vous demander de vous déconnecter, de vous reconnecter. Peut-être qu'on retrouvera une meilleure qualité parce que l'audio est un petit peu crachouillis. Mais on a très bien entendu ce que vous avez dit, ne vous inquiétez pas. Et désolé pour le crachouillis qui n'est pas très joli. Jean-Louis Etienne, vous vouliez réagir? Vous aussi, hein, vous adorez aller parler dans les écoles, toutes vos expéditions, vous avez fait des films, des livres, des conférences. Enfin, voilà, vous adorez ça, la transmission. Alors l'école, carton jaune, carton rouge, carton vert? Carton vert pour les encourager, quoi. Hein. C'est important. Et… oui, c'est vrai que je fais des conférences, mais je suis le magicien, je suis le héros. Vous voyez, je veux dire, quand je suis sur la scène, c'est beaucoup plus facile pour moi. Et ça dure 1 heure, 1 heure et quart, la conférence. Et après, qu'est-ce qu'ils ont retenu? C'est toujours pareil. C'est un peu l'ingratitude de l'éducation où on sème, mais on ne voit pas ce que l'on récolte. Et donc, j'avais participé quand au ministère de l'éducation et en même temps de l'environnement, à l'éducation et l'environnement durable. Et donc, on avait des réunions où il y avait 30 ou 40 personnes autour de la table, on n'arrivait à pas grand-chose. Et moi, je me souviens, j'avais proposé, je suis exactement d'accord avec Jacques Bréjon, ils essayaient d'écrire un livre sur le développement durable, qui serait un manuel scolaire de développement durable. Je pense qu'il y a, mais ça c'est un peu compliqué, j'ai compris, il y a tous les jours ou 1 fois par semaine quelque chose de la vie courante, de ce qui s'est passé dans la semaine. On en a parlé à la radio, on en a parlé à la télévision, on a évoqué le problème. Et donc, ce sont ces problèmes-là qu'il faut apprendre à résoudre en classe, à discuter. Alors peut-être donner 10 minutes, je ne sais pas le temps qu'il faut, mais aborder une réflexion collective sur un objectif de développement durable. Je crois que c'est là. Mais on m'avait dit effectivement, ce que disait Jacques, c'est que les enseignants ne sont pas formés à délibérer, à arbitrer un débat qui peut être assez sulfureux dans une salle, si vous voulez. Mais je trouvais que rebondir sur un phénomène d'actualité était un sujet qui permettait effectivement de progresser. Mais encore faut-il que ce soit bien encadré, sinon ça peut devenir des bandades et une empoignade, quoi. Oui, bien sûr. Maxence s'est connecté sans doute pour prendre la parole. Je vais juste vérifier, Maxence, que Jacques Bréjon est revenu avec nous parce que Cindy avait une… Voilà, c'est bon. Ouais. Alors, ce que je vous propose, Maxence va réagir très rapidement et puis Cindy va se préparer pour poser aussi 1 ou 2 questions à Jacques Bréjon. Moi, je voudrais dire, par rapport à mes camarades qui ne sont, on va dire, pas des convertis, hein, des néophytes dans le domaine, quand il y a une conférence ou quelque chose comme ça, ou une sensibilisation, j'en ai eu plusieurs au cours de mon parcours scolaire, l'élève, on est un peu désemparé parce qu'on se retrouve premièrement face, alors que ce soit dans l'actualité ou dans le constat qui est fait, face à un problème auquel on nous donne que de toutes petites solutions pour agir. Donc déjà, on se dit qu'on est insignifiant. Et deuxièmement, celui qui fait un pas est différent. Donc, et va se démarquer des autres. Et ce n'est pas forcément ce qu'on cherche au collège ou au lycée. Bon. Pour moi, pour contrer ce problème, il y a évidemment l'engagement du lycée, du collège ou du lycée ou de l'école qui doit… Du directeur, tu veux dire, de la direction de l'école. Et de l'ensemble de l'école. Je vais prendre un exemple très concret. Le moteur de recherche Ecosia, les élèves qui l'utilisaient étaient différents. Dans mon lycée, avec le club écologie, on l'a imposé sur tous les PC, c'est devenu obligatoire. Et pour moi, c'est l'élève au sein d'une école où il cherche à être le plus normal possible ne peut pas prendre de grands changements radicaux. Il faut qu'il soit dans un cadre qui le permet. Et ce cadre, il est permis d'une part par l'école qui doit mettre tous les moyens en place, que ce soit Ecosia pour les ordinateurs,
que ce soit le tri et le compostage à la cantine, que ce soit la sensibilisation partout et continue dans l'école, la réduction de consommation d'eau. Enfin, l'école en général doit avoir un gros rôle et ne pas laisser l'élève seul dans son engagement. Et les parents qu'on entend souvent dire oui, il faut que les jeunes sont la solution. Moi, je l'ai entendu des dizaines de fois cette phrase, les jeunes vont nous sauver, les jeunes sont la solution aux problèmes climatiques. On a l'impression des fois d'être la génération miracle, que celles qui nous ont précédés ont pollué et qu'on doit résoudre le problème. On attend trop des jeunes, tu penses, c'est ça? Comme si on attendait trop des jeunes, peut-être. Comme si on attendait trop des jeunes. On a un gros boulot et qu'on doit le faire, on doit en être conscient. Mais parfois, moi, j'ai l'impression, j'aimerais dire aux générations et surtout à celles de mes parents, faites-en plus. Parce que par rapport au sondage que vous disiez tout à l'heure, 92%, je pense que la génération de mes parents font beaucoup de choses, mais que des petits gestes. Ils trient, ils ferment le robinet de l'eau, ils coupent la lumière et ils ont l'impression d'avoir sauvé la planète. Aujourd'hui, le problème est assez important. Bon début. Et je pense qu'une partie de ma génération a pris la mesure du problème. Je pense que dans les générations supérieures, précédentes, ça n'a pas été aussi bien pris et la réponse n'est pas assez radicale. Merci Maxence pour ton témoignage. Je pense que le campus de la transition, entre Maxence et le campus de la transition, à mon avis, il y a un truc là, Sœur Renoir. Je pense que vous avez un candidat pour dans quelques années. Jacques Bréjean, oui. Vous allez réagir et puis Cindy va vous poser une question. Maxence a tout à fait raison. Et il ne faut pas que l'on reporte sur le dos de cette génération montante le poids de notre dette, une dette qui est à la fois la dette de l'État, la dette publique, la dette des retraites, la dette écologique qui s'accélère. Non, on ne peut pas se permettre. Ça veut dire que si nous avons en effet à réformer l'école et à intégrer donc ces préoccupations, les universités et grandes écoles sont en train de le faire, mais bon, à leur rythme. L'essentiel qui est à faire, c'est au niveau de ceux qui, aujourd'hui, sont aux manettes, ceux qui prennent les décisions aujourd'hui, qui engagent les années prochaines. Il n'y a pas d'investissement qui soit décidé aujourd'hui qui n'ait d'impact sur les 15-20 ans qui viennent. Mais justement, les climatologues, et Jean-Louis Etienne le sait mieux que moi, nous disent mais la fenêtre d'opportunité pour arriver à l'objectif du traité de Paris et de la COP21, cette fenêtre d'opportunité, elle se referme bientôt. Et donc, l'effort qui est à faire, c'est au niveau de ceux qui aujourd'hui sont dans les entreprises, sont dans les collectivités, sont dans les ministères. Et peut-être aussi les parents, vous leur dites allez-y, bougez-vous et bougez vos directeurs. Justement sur ce sujet, Cindy, vous vouliez parler avec Jacques Bréjean. J'avais une question pour vous parce que il faut savoir qu'au sein des appels, il y a quand même beaucoup de parents qui aimeraient justement aider au sein des établissements, comme Maxence le disait, mettre en place un certain nombre de démarches de type agenda 21 scolaire. Et on se rend compte qu'en fait, tous les établissements n'ont pas la même maturité sur le sujet. Ça tient souvent en fait de la volonté de l'équipe de direction ou alors de quelques enseignants ou professeurs moteurs. J'ai une question moi, à vous poser concrètement, Jacques, à ce sujet. Quand justement il n'y a pas d'enseignants moteurs pour mettre en place de telles démarches ou que finalement la direction a d'autres préoccupations prioritaires que celle-ci, qu'est-ce que vous conseillez aux parents bénévoles de l'appel pour pouvoir initier ce type de démarche et que ce soit relayé justement après par l'ensemble de la communauté éducative? Bien, votre question est... Merci Cindy. Jacques Bréjean. Le 24 septembre dernier, le ministère de l'Éducation nationale a promulgué une circulaire qui invite les établissements scolaires, collèges, lycées, à rentrer dans des démarches territoriales. Démarches territoriales, ça veut dire parties prenantes. Quelles sont les premières parties prenantes de l'école? Sans doute, mais les familles. Et qui attendent de l'école qu'elle forme les enfants et qu'elle les conduise à des métiers, à une carrière, etc. Donc, vous devenez, en tant que famille, tout à fait légitime pour rentrer dans la stratégie de l'école, en fait, de l'établissement,
demandé à son directeur quelle est la suite qu'il donne à cette circulaire du 24 septembre 2020. Alors, cela dit, c'est pas l'idée, parce que pour suivre Cécile Renoir, qui doit le savoir, mais au sortir du Grenelle de l'environnement, on a sorti également un référentiel pour les universités et les grandes écoles qui s'appelle le plan vert. Et donc, c'est une obligation légale qui s'impose aux présidents d'université et aux directeurs des écoles que d'engager leur établissement dans une démarche de développement durable. Combien le font-ils? Eh bien, j'ai fait le décompte la semaine dernière. Seulement 10% des écoles, des grandes écoles et des universités sont rentrées dans une démarche de labellisation, de développement durable et de responsabilité sociétale. Que c'est long, toutes ces démarches, ces circulaires. Ça paraît assez incroyable d'être obligé de faire une circulaire en 2020 pour demander aux établissements de ne plus être dans une bulle. Absolument, c'est tout à fait sidérant. Et c'est pour ça que la solution passe par le contournement du système, si je peux me permettre. Ça veut dire que les élèves, les familles… Donc vous dites à Cindy, contourner le système, ça veut dire quoi? Ça veut dire, oui, allez-y, allez les interpeller. C'est assez étonnant, mais l'école, en général, est une des rares institutions, peut-être même la seule, qui définit ses propres règles, qui définit ses finalités, qui définit ses modes d'évaluation et qui ne rend de compte à personne en définitive. Parce que ceux qui ont des comptes à demander à l'école, ce sont les élèves qui en sont sortis et qui ont autre chose à faire qu'à demander des comptes à l'école. Et donc, il n'y a pas, à part les familles, la famille est la seule entité qui est transgénérationnelle et qui peut se permettre d'interpeller l'école sur la cohérence de ce qu'elle enseigne par rapport aux enjeux de la société. Mais là, on a un manque complet. Il n'y a pas d'instance qui permette de faire cette évaluation. Très bien. Pour compléter la réponse de Jacques Bréjon à l'instant sur le chat, Cindy, peut-être une idée pour les 300 parents et quelques qui sont connectés, faire intervenir dans les établissements des parents, acteurs, agriculteurs, cuisiniers, restaurateurs, mais aussi architectes, chauffagistes, pour aborder des solutions concrètes à mettre en œuvre par chacun, du champ à l'assiette, zéro déchet, maison basse consommation. Intéressant cette idée, voilà, de faire intervenir peut-être des acteurs d'autres horizons plutôt que toujours de parler d'écologie et de tri des déchets, de faire des poubelles. Voilà. Merci Cindy, on se retrouve tout à l'heure parce que vous avez encore 2-3 questions, je crois. Véronique Fayet, vous entendez, vous écoutez tout cela avec intérêt parce qu'évidemment, c'est ce rôle éducatif, ce rôle de l'école, le rôle de l'éducation est primordial pour toutes les familles, y compris pour celles que vous accompagnez. Voilà, c'est un sujet qui concerne. Oui, et là, tout le monde. dans cette question de l'éducation à l'écologie intégrale, puisque c'est de ça qu'on a envie de parler, cette écologie intégrale, comment orienter les enfants, comment leur apprendre à écouter la clameur des pauvres. C'est vraiment un sujet compliqué. On voit que les parents, ils sont très sensibles. Ça m'a impressionné dans le sondage, puisqu'ils mettent la question du respect de l'autre et du bien commun en tête, bien au-dessus de la gestion des déchets. Hein. C'est 95% des parents qui sont très attentifs à ce sujet-là. Voilà, donc ça montre aussi qu'il y a un petit terrain favorable, mais voilà, là encore une fois, comment on fait pour écouter la clameur des pauvres, puisque si on continue à ne pas écouter les plus pauvres, on continuera à plaquer des solutions qui ne leur conviennent pas, on continuera à avoir une écologie punitive qui sera au fond une sanction. On a vu ça avec l'histoire des Gilets jaunes, on avait cette très très bonne idée de la taxe carbone avec laquelle tout le monde est d'accord, c'est formidable, c'est très important et très utile pour diminuer la consommation de carbone, sauf qu'on avait oublié de penser cette taxe carbone avec les personnes les plus fragiles, qui ont besoin de leur voiture, qui ont des tout petits revenus, qui peuvent pas, qui pouvaient pas supporter cette pression supplémentaire. Donc ça a donné une explosion extrêmement violente. Voilà. Donc c'est très important d'écouter les pauvres. Et pour nous, au Secours catholique, on ne connaît pas d'autres moyens
que la rencontre. Voilà, là aussi, là, on ne peut pas faire de la théorie. C'est vraiment rencontrer les personnes une par une, et c'est la seule chose qui permet de changer vraiment son cœur, d'avoir la chance de rencontrer des jeunes migrants ou de pouvoir servir des cafés de rue ou de pouvoir participer à des repas solidaires ou de donner un coup de main à des jardins solidaires. Là, on voit bien que l'écologie et la clameur des pauvres se rejoignent, mais on peut rentrer dans des suggestions plus concrètes si vous voulez après. Je crois parce que Cindy Schweizer va revenir avec nous parce que je crois que c'était justement sa préoccupation. Cindy, elle est active, comme tous les parents qui sont connectés, j'imagine, sinon vous ne le seriez pas avec nous. Qui avait une question pour vous, Véronique Fayet, et aussi pour Cécile Renoir. On va enchaîner les deux. D'abord la question pour Véronique Fayet. Vous, effectivement, parce que vous connaissez effectivement l'engagement de nos familles et de nos établissements en matière de participation aux problématiques liées à la pauvreté. Sauf qu'on a l'impression effectivement qu'on est toujours dans le même type d'action d'année en année. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que vous pouvez nous proposer comme type d'action et idée pour nous renouveler et pour nous mobiliser de manière plus efficace, plus active sur le sujet dont vous vous occupez au quotidien avec le réseau Caritas. Ce qui revient beaucoup effectivement dans les écoles, c'est beaucoup la collecte de denrées non périssables, etc. C'est très 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 important. On est tous d'accord. Oui. Du coup, voilà, vous aviez sur le bout de la langue. Alors oui, la collecte de denrées, c'est toujours un moment sympathique, à condition qu'il y ait avant et après toute une réflexion, par exemple sur la question du gaspillage. Voilà. Et puis de savoir si effectivement ces distributions alimentaires, est-ce que c'est digne pour les personnes qui les reçoivent? Est-ce qu'on a conscience de la honte qu'elles ont à venir dans ces distributions alimentaires? Est-ce qu'on a conscience qu'elles en ont marre d'avoir des boîtes de conserve et qu'elles aimeraient mieux avoir des légumes d'un jardin partagé? Voilà. Donc on peut essayer d'inventer autre chose, mais j'avais envie de dire il faut qu'on invente ensemble des choses, parce que nous, au Secours catholique ou dans d'autres associations, on va avoir une forme d'expertise sur la question de la pauvreté, parce qu'on a avec nous des gens qui vivent la pauvreté, donc ils peuvent partager des choses. Et vous avez une expertise sur la pédagogie et la transmission. Donc on n'aura pas de solution toute faite. Par contre, on peut monter des projets ensemble. Moi, je pense que c'est ça qui serait fécond, parce que justement, en préparant un peu cette soirée, je me suis aperçue qu'on n'avait pas tant d'exemples que ça de projets communs. Alors, on a quand même des belles choses qui se font. Par exemple, quand on a des classes de lycée qui rencontrent des jeunes migrants qui sont dans un foyer pas très loin, et qu'ensemble, ils font des cours d'apprentissage du français, qu'ensemble, ils font des matchs de foot, qu'ensemble, ils font un concert. Voilà. Et donc là, il y a vraiment la rencontre. Il y a vraiment un partage de vie. Il y a vraiment une prise de conscience pour des jeunes que un jeune qui vient d'Afrique subsaharienne, il n'a pas migré par plaisir, il ne vient pas pour nous envahir, c'est juste que dans sa famille, il n'y a plus rien à manger, c'est juste que dans son pays, il y a une dictature qui lui empêche d'aller à l'école, qui veut l'embrigader dans un service militaire de 5 ou 10 ans, c'était le cas en Érythrée il y a quelques années, voilà. Donc c'est comment on favorise ces rencontres et comment on pourrait construire ensemble, donc dans des partenariats un peu de longue durée, que l'on pourrait co-construire ensemble le Secours catholique et une école ou une classe. Et je pense que là, on aurait beaucoup de fécondité. En tout cas, moi, j'ai envie qu'on creuse ça ensemble. Vous aurez sûrement beaucoup de candidats. Vous aurez sûrement beaucoup de candidats, entre guillemets, puisque le nombre de personnes connectées, ça va sûrement susciter des projets. Peut-être, Cindy, une interpellation pour Cécile Renoir. Le temps de remettre le micro. Excusez-moi, sœur Cécile. Alors, du coup, moi, j'ai voilà. été… Très bien. Rapidement la question, s'il vous plaît, parce que j'en ai pas mal par le chat. Par le discours de Pierre Rabhi sur la sobriété heureuse. Je sais effectivement que c'est un credo qui est important pour vous, donc j'aurais aimé simplement que vous puissiez nous en parler un petit peu plus. Voilà. Oui, et d'ailleurs, tout à l'heure, Véronique mentionnait… J'avais juste, sœur Renoir, pardon, je vous laisse la parole dans un instant. Oui. Je rajoute juste, pardon, parce que j'avais 2 questions similaires. L'intelligence humaine nous pousse à aller toujours plus loin. Mais ne sommes-nous pas amenés à vivre une vie plus simple, dit ce parent. Et également, comment parvenir à mettre en place une pédagogie d'espérance pour construire un avenir écologique heureux? Oui. Comment parvenir à mettre en place une pédagogie d'espérance pour construire un avenir écologique heureux? Voilà. Ce sont de belles questions, sœur Renoir. Oui.
Pour rebondir sur cette expression de sobriété heureuse qui est utilisée à la fois par Pierre Rabhi, mais aussi par le pape François, à la fin de l'encyclique, quand il parle de la conversion écologique, il parle justement de sobriété heureuse et de l'expérience que nous pouvons faire, même dans nos vies quotidiennes, très simplement, de décélérer. Et ça, je pense que beaucoup d'entre nous, nous passons notre vie à recevoir des SMS, des mails, à plus savoir comment gérer tout ça, avoir beaucoup de mal à nous déconnecter. Et je pense que dans la question de cette sobriété heureuse, il y a quelque chose de retrouver des formes de convivialité et en trouvant pour chacun d'entre nous les moyens qui conviennent peut-être pour faire un pas de côté, pour justement se reconnecter, comme on dit, à soi-même, aux à être en relation et en voir que je parlais tout à l'heure de cette qualité relationnelle comme étant quand même au fond ce qui pourrait être aussi à la source d'une interrogation sur des modèles économiques qui soient pensés en fonction justement de cette qualité de vie et comme qualité relationnelle. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'économistes qui réfléchissent à ce type d'indicateur. Ça va de pair justement avec l'expérience que nous pouvons faire d'une vie, voilà, moins trépidante peut-être, mais plus profonde et qui est source de beaucoup de joie. Et je dois dire que moi, ce que je vis au campus, c'est de cet ordre-là. Et les gens nous disent souvent que quand ils arrivent là, au bout de quelques jours, c'est ce qu'ils appellent la magie du campus. Et en fait, c'est rien de très spécial. C'est une vie collective, communautaire, partagée, avec chacun apportant un peu ce qu'il est. Et avec ce souci, comme le disait Véronique, parce que ça, pour nous, c'est une grande question, c'est de savoir comment éviter d'être dans l'entre-soi. Donc, c'est aussi cette ouverture à l'altérité, et on pourrait dire cette dimension spirituelle. Faire place à la question du sens, l'ouverture à l'autre, dans la diversité, et ce qui n'est pas toujours si simple, mais qui est aussi de beaucoup de joie profonde, de richesse. Merci beaucoup Cécile Renoir. Peut-être aussi Jean-Louis Etienne sur cette question j'aime beaucoup cet avenir écologique heureux, cette pédagogie d'espérance pour construire un avenir écologique heureux. C'est encore possible ou c'est trop tard? Trop tard. C'est pas du tout trop tard. J'écoute avec intérêt tout ce qui est dit et je me rends compte que la solution passe par l'incarnation de quelque chose. C'est-à-dire à un moment donné qu'il faut qu'il y ait un échange qui se fasse, quoi. Et je parle tout le temps on se souvient du bon professeur ou du bon instituteur, c'est celui qui a arrivé à nous faire intimement partager ce qu'il essayait de nous apprendre. Donc il y avait cette incarnation qui est très importante. Et juste une parenthèse, j'ai fait une conférence devant les agences de bassin. Les agences de bassin, ce sont ces bassins versants, il y en a 7 en France, dans le cadre d'un congrès sur l'eau. Et il y avait tous les agents de bassin qui étaient là, il y avait les préfets, il y avait les présidents de région. Et moi, j'ai parlé, comme tout à l'heure, du climat, en des termes simples, la température de la Terre parallèlement à la température du corps. Trouver des mots simples que les gens, tout d'un coup, peuvent incarner et retenir. Et à la fin de mon exposé très simple, alors juste une parenthèse, ils étaient là devant parce que derrière moi arrivait le ministre de Rugy. En général, quand je fais une conférence, il y a toujours l'homme politique local ou la autorité qui vient me voir en me disant « c'est génial ce que vous faites, mais je suis désolé, j'ai un mariage, je ne peux pas rester, etc. » Il a perdu l'occasion d'écouter quelque chose de simple. Et lui, ce responsable politique qui est surmené, il a plein de trucs à faire, il a quand même un conseiller qui lui dit « n'oubliez pas, président, de parler du climat. » Ah oui, c'est vrai, vous l'avez bien dit, c'est vrai. Mais bon, ça fait partie des choses qui s'ajoutent au problème. Et donc, à la fin de mon exposé qui était simple, donc il y a quelques politiques des présidents de région et personnes qui sont venues en me disant « Waouh, c'est intéressant, on a compris. » Je me suis dit « Il était temps. » Mais voyez, on revient à cette notion de la pédagogie simple, d'accorder du temps à l'écoute de choses qui sont simples. Et c'est trouver des mots qui sont pleins d'allant. Parce qu'il y a du fun à être écolo. C'est ça que je veux dire tout le temps. Bon, quand je vois les visages heureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a du fun à être écolo. Parce que l'écologie, c'est pas autre chose que c'est de l'éducation civique, si vous voulez. C'est du respect de l'autre, l'écologie, tout simplement. Ça fait partie des mêmes choses. Et donc, si on a l'éducation pourrait être faite effectivement par des bons instituteurs. Quand je dis des bons instituteurs, des gens qui seraient des spécialistes du discours écologique simple et qui permettrait
de montrer les lumières qui existent, si vous voulez, pour donner envie. Mais ça reste ce sont des sujets trop clivants des fois, ces sujets écologiques, des fois, il faut le manipuler avec beaucoup de tact. Précaution. J'ai encore deux questions. Vous pouvez évidemment continuer par chat à envoyer des questions ou peut-être dans un instant, on va partir sur des choses assez concrètes. Voilà, comment moi, au quotidien, je peux faire par des choses toutes simples. Jacques Bréjon, j'avais une question pour vous qui est arrivée par le chat. Pensez-vous que les élèves issus de l'enseignement agricole sont mieux à même de sauver l'environnement en ne venant pas du ministère de l'Éducation nationale, mais du ministère de l'Agriculture? Je réponds volontiers oui. D'abord parce que c'est Bréjon. une expérience que j'ai vécue quand je me suis occupé du Grenelle de l'environnement, dans le volet éducation du Grenelle. J'ai constaté, parce que j'ai exploré un peu tout le sujet, j'ai constaté que les lycées agricoles étaient très en avance par rapport aux grandes écoles d'agriculture, donc les lycées qui fabriquaient des BTS, par exemple. Et qu'il y avait une très forte différence de sensibilité entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Éducation nationale. Et je voudrais à ce propos dire que l'enseignement catholique a probablement une mission particulière. D'abord parce que, et Cécile Renoir nous l'a rappelé, Laudato Si. Donc nous avons un chef spirituel qui nous dit ce qu'il faut faire. Mais ça fait déjà 5 ans que le pape a diffusé son encyclique. Et je sais bien qu'il y a des mouvements qui sont déjà en cours dans les instances de l'enseignement catholique. Et j'en tiens pour preuve un numéro hors série de la revue il y a peu de temps. Mais il y a, sur le terrain, il y a des responsables de l'enseignement catholique qui bougent. Je suis en Bretagne et je suis vraiment témoin de ce qui s'y passe, notamment dans les directions départementales de l'enseignement catholique. Je pense à celle des Côtes d'Armor avec Françoise Gauthier. Et puis, il faut penser aussi à ces établissements qui forment les enseignants. Dans notre système, ça s'appelle l'ISFEC, les instituts de formation des maîtres. Eh bien, là aussi, ça bouge, mais il faudrait que nous ayons une démarche stratégique à l'échelle de l'enseignement catholique. Et les familles sont légitimes pour le proposer. Donc, essayons d'épauler ceux qui, dans l'enseignement catholique, sont déjà porteurs d'une volonté d'agir. Et ils sont nombreux, et notamment dans la population des nouveaux enseignants qui sont un peu en décalage entre ce que l'on leur demande d'enseigner et ce qu'ils ont envie d'enseigner. Parce que quand on est enseignant, on est aussi père ou mère de famille et on a le souci du devenir de ses enfants. Voilà ce que je voulais vous dire. Une question pour Maxence. Je te laisse te connecter, Maxence. Et puis après, j'aimerais aussi vous entendre sur l'engagement politique. Voilà, est-ce que pour que les actions soient efficaces, il faut peut-être aller un peu plus loin que s'engager sur des actions écologiques quotidiennes? Maxence, j'ai une question un peu vacharde pour toi, mais je sais que tu vas répondre sans problème. Les jeunes ont vraiment pris conscience du problème, peu connaissent l'empreinte écologique des réseaux Internet. Ils ne savent pas ce qu'est le Wi-Fi et comment il pollue. Ils oublient aussi bien souvent les petits gestes comme le tri, l'eau chaude, éteindre des LED quand il fait jour. On sent le témoignage du parent qui dit à son enfant d'éteindre la lumière et de fermer le robinet. Mais en fait, j'ai vu la question dans le chat et elle est arrivée au moment où je disais que oui, les parents faisaient peut-être bonne figure sur le sondage dont vous parliez, mais qu'ils avaient des efforts à faire. Et oui, non mais. Tu as piqué un parent ou une maman ou un papa. Elle est vraie, cette affirmation, dans le sens où je pense que les générations ne réagissent pas de la même manière. Tout à l'heure, je parlais de la génération de mes parents qui ont une réponse plutôt générale, commune. On va dire que dans la génération de mes parents, ils trient tous. Ils font tous le petit geste d'attention. Ma génération, je pense qu'elle est beaucoup plus fracturée sur ces questions-là. Qui en a une partie comme moi qui prend des engagements vraiment fermes et importants et je pense que oui, sur ces questions-là de le Wi-Fi, si je prends mon exemple personnel, tout ce qui a été évoqué dans la question, j'en suis conscient et j'y fais très attention. Par contre,
C'est vrai que sur le Wi-Fi, par exemple, peu de gens savent que de conserver des mails dans sa boîte de réception, Oui, ça, bah ça voilà. pollue Non, mais par quasiment exemple, moi, autant juste que avant de cette faire 10 réunion-là, allers-retours j'ai en supprimé avion dans mes une mails journée, quoi. et j'ai fait installer CleanFox, qui est un suppresseur de mails dans mon lycée l'an dernier. Donc, je J'ose pas vous dire le nombre de mails que j'ai eu dans ma boîte de réception, sinon je Je suis pense pas que dégagée ma direct génération soit. de À mon l'écran. avis, est ce que je disais, il y a une fracture. Je pense qu'il y a une partie qui en a bien conscience et qui fait très attention, et que c'est un fait, il y en a une partie qui reste conséquence, qui est insensible et qui nécessite une sensibilisation plus poussée. Cécile Renoir, alors vous avez chez vous ceux qui sont sensibles, évidemment. Vous partagez ce point de vue de Maxence. Où sont les autres et que font-ils? Oui, je pense, mais comme souvent, je trouve, mon expérience auprès de grandes entreprises me faisait dire qu'il y a souvent celui-ci d'ailleurs qui parlait de l'importance des minorités actives, c'est-à-dire des jeunes comme Maxence et des moins jeunes qui s'engagent avec force, beaucoup de détermination, de courage, de générosité, voilà, et qui peuvent être voilà, leaders et qui sont parfois pas toujours entendus ou suivis, mais quand même jouent un rôle extrêmement important. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il y a aussi toujours une minorité de gens qui peut-être un peu plus cyniques ou qui laissent faire, qui se désintéressent des sujets, voilà, ou qui tirent leur épingle du jeu, etc. Et puis, il y a souvent un ventre mou de personnes qui sont pas forcément de mauvaise volonté, mais qui savent pas trop quoi faire, qui n'ont pas forcément fait la bonne rencontre ou eu les bonnes informations, qui sont un peu, qui peuvent être le déclic pour avancer. Et donc, c'est pour ça que c'est si important qu'il y ait des jeunes comme Maxence ou des personnes, quels que soient, enfin, tous les niveaux, qui soient, voilà, très convaincus, pas forcément donneurs de leçons, mais qui a un rôle par l'exemplarité, par la capacité à dialoguer, à montrer que c'est possible de faire des choses. Et ça, je pense que voilà, on en a vraiment besoin. Véronique Fayet, je voulais vous demander la prise de conscience, voilà, beaucoup l'ont, beaucoup se mobilisent, mais est-ce que ça suffit de se mobiliser? Comment s'engager autrement? Faut-il s'engager je crois autrement? qu'effectivement, il y a trois Quel est votre point de vue niveaux un là-dessus? peu d'engagement. Il y a le niveau individuel, il faut commencer par ça, parce que c'est une vraie conversion. Hein, quand on voit bien le témoignage de Maxence ou d'autres, il faut changer ses habitudes, donc c'est le niveau individuel. Puis très vite, je pense que c'est important de passer au niveau collectif. Voilà, on ne peut pas rester seul, il faut que dans notre sphère d'influence, il faut que ça change. Et ça, c'est déjà politique. Et je vais vous lire une petite phrase là du pape François dans Fratelli Tutti, là, que je trouve très intéressante. Il dit, donc c'est au numéro 180 pour ceux qui veulent aller fouiller un peu. Donc, il parle d'un engagement individuel et lorsqu'un individu s'associe à d'autres pour créer des processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre dans le champ de la plus grande charité, la charité politique. Voilà. Et donc ça, je trouve ça très intéressant de se dire que l'engagement politique, oui, bien sûr, il le faut, mais ce n'est pas forcément aller s'engager dans un parti politique. Voilà. Mais tout ce qu'on fait de manière collective, ça peut être une association, qu'on porte sur la place publique, en allant simplement dialoguer avec le maire ou dialoguer avec le député pour voir comment les choses pourraient changer dans le quartier, dans le village. Voilà. C'est une action collective, mais éminemment politique. Voilà. Et donc, je trouve qu'il y a ce lien permanent qu'il faut rechercher entre le changement, la conversion individuelle, l'action collective et l'action qui rentre dans le champ politique. Et tout est lié, hein, comme c'est redit à longueur de page par le pape François dans Laudato Si, tout est lié, mais même un petit geste est déjà un geste politique. Jean-Louis Etienne, est-ce que vous partagez ce point de vue d'engagement? Oui, je disais tout à l'heure, voilà, effectivement, sur le collectif pour peser plus. C'est important d'arriver à incarner son action. Ça veut dire qu'on l'a comprise. Et à ce moment-là, le partage est beaucoup plus simple. Convaincre, quand on ne fait que répéter un texte, vous voyez qu'on n'en incarne pas, on ne peut pas convaincre.
Donc il faut habiter les choses, c'est la meilleure façon de les transmettre. Ce que j'entends aussi depuis tout à l'heure, il y a la valeur spirituelle de ce qui habite toutes les personnes qui nous écoutent à travers la religion. Je trouve que c'est une dimension qui est un soulagement et qui permet effectivement de mieux résister, je dirais, moralement à tout ce que l'on inflige à l'humanité, ce que l'on inflige à la planète. Et donc tout le monde n'a pas cette foi, ce partage d'une valeur chrétienne. Et donc je pense que pour l'éducation nationale, qui n'est pas du tout tournée vers ça, je pense qu'il serait bien d'aider l'élève à entrer dans une vie plus profonde, en dehors de toute approche religieuse. Et je pense que, bon, il y a l'éducation physique, j'ai des souvenirs d'éducation physique où on était alignés les uns derrière les autres pour élever son cul au-dessus de l'élastique à 1,20 m. Je ne pense pas que ça a apporté quelque chose au développement du corps. Aujourd'hui, on voit bien que la monopolisation du téléphone occupe l'esprit et toutes les minutes, effectivement. Donc, ça veut dire que ces jeunes, s'ils n'ont pas une valeur spirituelle qui les accompagne, ils sont dans le matériel, dans l'intensif, et ils sont étanches, quoi. En même temps, ils sont étanches à tout. Et donc, je proposais qu'il y ait des minutes de relaxation à l'école, c'est-à-dire qu'on met tout le monde assis par terre, la classe, tout le monde pose son téléphone à côté, personne ne s'en occupe, et on essaye d'entrer dans son silence. Ça va être le bordel au début parce que ça va rigoler entre eux, mais je suis sûr que cet apprentissage d'entrer dans quelque chose de plus profond, dans une valeur humaine personnelle plus profonde, c'est quelque chose qui peut amener à aller faire le bien aux autres. Et l'environnement, ce n'est pas autre chose que ça. C'est à travers son action, qui a une action bénéfique pour la planète, il y a effectivement une action personnelle enrichissante dont on retire aussi des bienfaits, quoi. Cécile Renoir voulait réagir. J'allais après vous proposer une dernière question, un petit tour de table avant que Gilles Desmarquet conclue cette passionnante table ronde. Oui, Cécile Renoir. Oui, c'est juste pour vraiment prolonger ce que dit Jean-Louis Etienne. C'est à la fois, il me semble que les transformations dont nous avons besoin, elles sont à la fois, ce que vient de dire aussi Véronique, individuelles, collectives et structurelles, mais elles sont aussi intérieures. Et moi, je dois dire, ça, c'est une expérience que j'ai faite grâce à 4 mois que j'ai pu passer dans une petite université anglaise qui s'appelle le Schumacher College. Il y a 3 ans que j'avais quelques mois sabbatiques avant voilà. Ensuite, le campus de la transition. Et depuis que je suis rentrée, par exemple, chaque année, je donne un cours pour des étudiants de Sciences Po et du Centre Sèvres, et ils sont à peu près 120. Et je démarre toutes mes séances de cours par 1 minute de silence. Et en fait, je donne aussi un cours à l'école des mines, enfin, dans tous au campus aussi, systématiquement. Et ce genre de choses, c'est en fait faire prendre conscience qu'on n'est pas là juste pour écouter passivement un prof, mais se recentrer. Et certains pourraient y mettre une dimension spirituelle, presque religieuse, mais on peut le faire d'une façon plus ouverte à toutes les croyances et au sens de vraiment cette reconnexion à soi. Et je pense que c'est fondamental et à plus grand que soi, on pourrait dire. Et d'arrêter de courir, en fait. Ce que vous nous dites là aussi, oui, c'est s'arrêter. Et puis bon, s'arrêter 1 minute, ça paraît pas beaucoup, et à la fois, on ne fait jamais. Oui, exactement. Et c'est peu de choses. Courir après la richesse, courir après la croissance, courir après la consommation. Oui, et je pense que l'expérience qu'on fait tous, c'est que parfois, il en faut peu pour nous faire basculer aussi, pour changer. Et que c'est aussi la vertu de l'exercice. Alors, à l'école, il y a quelque chose, des habitudes qu'on prend. Et en fait, si on s'habitue à certaines choses, finalement, on finit par d'abord les goûter de plus en plus et puis se sortir de spirales qui peuvent être très déshumanisantes. En fait. Et ça, je crois que c'est là encore une question d'expérience à vivre et à aider à vivre. Une dernière question du chat, alors c'est une question très philosophique, donc qui amènerait de longues réponses, mais à cette heure-là de la soirée, je vais vous demander, malheureusement, Véronique Fayet, et plutôt pour vous, une réponse pas trop longue, veuillez m'en excuser. Faut-il que les hommes pauvres deviennent riches ou ne faut-il pas plutôt que les riches deviennent pauvres ? C'est une question qui pourrait nous occuper un long moment.
Je crois que l'important, c'est de faire les choses ensemble. Voilà, l'important, c'est de se rencontrer, d'apprendre les uns des autres, justement, de considérer que l'homme pauvre, justement parce qu'il vit la sobriété, une sobriété subie, malheureusement, eh bien, il a beaucoup de choses à nous apprendre sur une sobriété qui pourrait être choisie. Voilà. Donc, l'important, c'est justement de tomber nos masques de pauvres et de riches, et de se dire qu'on est tous embarqués sur la même planète, qu'on est tous en train collectivement de bousiller notre planète. D'ailleurs, les riches bousillent plus que les pauvres, mais que la solution, on ne la trouvera qu'ensemble, qu'en écoutant les Amérindiens de la forêt amazonienne, qu'en écoutant les pauvres du Bangladesh, qu'en écoutant les pauvres qui vivent en Europe aussi. Voilà. Et donc, l'important, c'est de se rencontrer, de se parler, de dialoguer et de construire les choses ensemble. Merci pour cette réponse. Je vais vous proposer à chacun dans un instant de nous dire en une phrase peut-être, je vous laisse le temps de réfléchir parce que je donnerai quelques infos par ailleurs, comment vous habitez autrement la planète. Vous, Jean-Louis Etienne, vous, Véronique Fayet, vous, Sœur Renoir, vous, Jacques Bréjon, et puis Maxence et Cindy aussi. Voilà, à chacun une phrase. Comment habitez-vous, vous, au quotidien, autrement la planète? Sans doute, évidemment, pour donner des idées à ceux qui nous regardent. Après, Gilles Demarquet conclura cette table ronde. Le temps pour moi de vous dire que vous retrouverez après cette rencontre un lien, un site dédié qui est consacré justement à cette table ronde. Vous aurez les résultats complets du sondage, le replay à partir de la semaine prochaine de cette conférence. Et vous aurez aussi un petit bouton, vous verrez, avec un petit formulaire à remplir si vous avez envie de partager des initiatives. Et puis, ce contenu sera enrichi, amélioré au fil des jours. Voilà, ça a permis à chacun peut-être de réfléchir. Allez, on commence par qui? Jean-Louis Etienne, vous finirez. Je commence par Maxence. Merci. Tiens, honneur au plus jeune. Comment, en une phrase, toi, tu habites autrement la planète? En une phrase, pour moi, c'est la phrase de Gandhi. Soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans le monde. Et pour moi, ça veut tout dire, ça commence par nous et notre engagement. Et pour ça, je vous laisse sur mon livre de chevet, Ça va changer avec vous, qui est un livre qui vous conseille plein d'actions pour y arriver. Merci beaucoup, au revoir. Merci Maxence. Reste encore avec nous parce que Gilles Demarquet va faire un certain nombre de propositions ici qui vont sûrement t'intéresser. Cécile Renoir, comment vous habitez? Une parole de la fondatrice de ma congrégation, Marie-Eugénie Milleret, joyeux, et c'est une expression que je trouve très belle et parlante, c'est se dégager finalement de ce qui n'est pas l'essentiel dans nos vies, parfois d'un certain nombre de choses justement auxquelles on s'est habitué et qui nous font pas grandir, qui ne nous rendent pas plus vivants, se dégager joyeusement pour pouvoir s'engager résolument avec confiance. Voilà. Cindy moi, j'essaie de Schweitzer, prendre le temps au quotidien de profiter de la nature, de continuer à m'émerveiller devant un coucher de soleil, un arbre au printemps. J'adore aussi admirer les petites bêtes et je trouve que c'est une très bonne école de la vie que de respecter le vivant dans ce qu'il a de plus petit. Ça nous rend plus humbles et ça nous aide à mieux vivre au quotidien avec nos congénères. D'ailleurs, vous avez fait avec des petits-enfants de 5-6 ans toute une expérience autour des insectes et ils en ont eu peur au début, après ils se sont émerveillés. C'est une façon aussi de respecter l'autre, de respecter tous les êtres vivants. Jacques Bréjon, comment habitez-vous autrement la planète? Je ne sais pas répondre. Je voudrais simplement dire que le spirituel est nécessaire à chacun et à la société en général. Des mutations qui sont devant nous et à l'urgence. Et donc, dans cette course un peu traumatisante, le spirituel sera d'un secours absolu. Le pape a d'ailleurs lancé un appel pour un pacte éducatif mondial, c'était l'année dernière. L'enseignement catholique en France n'a pas donné véritablement d'écho à ce pacte mondial, qui a pourtant été élaboré aussi avec un imam. Et donc, c'est bien l'ensemble des religions qui est appelé dans ce mouvement universel.
Merci Jacques Bréjon. Jean-Louis Etienne, vous avez démarré, vous avez presque le mot de la fin puisque Gilles de Marquet va conclure. Comment vous habitez autrement la planète? Alors vous allez la redécouvrir grâce à PolarPod, qui est votre gigantesque plateforme qui va bientôt voir le jour. On ne va pas en parler maintenant, mais si ça vous intéresse, vous allez voir PolarPod, Jean-Louis Etienne, non pas sur Google, mais sur un autre moteur de recherche, j'ai bien compris. Ce que je retiens de mes expériences, sinon, comment vous habitez autrement la planète? Expédition, allez sur le chemin de vos rêves, même si c'est difficile. Je pense que c'est important de se réaliser dans l'existence en s'engageant sur le chemin de ses rêves, même si c'est difficile. C'est la persévérance qui m'a aidé à me construire. Et je peux dire que j'ai traversé des déserts blancs, et la lente traversée des grands déserts, en fait, ça donne de l'espace au temps et du relief à l'essentiel. Il y a cette dimension spirituelle qui est venue progressivement dans ces déserts où il ne se passe rien, que l'on s'engage avec ses ambitions et qu'on se découvre soi-même. C'était des retraites personnelles profondes. Et vous parliez de la nature tout à l'heure. Un arbre derrière chez soi est aussi beau que n'importe quelle forêt, parce qu'il faut apprendre à le regarder, à le ressentir. Et en fait, rien n'est minuscule pour qui sait regarder. Bon, c'est bien. Belle conclusion. Et Véronique Fayet, bien sûr. Ah oui, Véronique, allez-y. Sur ce qu'a dit Jean-Louis Etienne tout au début, là, quand il a dit qu'on est entouré de plein de virus et qui sont plus dangereux qu'une bombe atomique. Et ça me fait penser à ce que disait souvent Monseigneur Rodin, qui a fondé le Secours catholique. Il disait « La charité en acte est une réaction en chaîne dépassant toutes les forces atomiques ». Et donc voilà, donc moi je suis militante comme Maxence et j'ai envie de sauver la planète en répandant le virus de la charité. On aime c'est les le bon virus, celui-là, c'est le très bon virus. Belle métaphore. Voilà. Merci en tout cas pour la qualité de ces échanges qui n'étaient pas culpabilisants. Voilà, c'était l'objectif, c'était de mettre tout le monde en mouvement parce que les discours punitifs et culpabilisateurs, on connaît leurs limites. Et je vais laisser la parole tout de suite à Gilles de Marquet, président de l'Appel, pour vous présenter justement les propositions de l'association pour également habiter la planète autrement. Merci. Je crois que pendant cette table ronde, je vais vous inviter à désactiver pendant cette table vos ronde, nous caméras avons entendu beaucoup de choses. Beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions, beaucoup de témoignages, mais aussi des réactions par rapport à notre sondage pour nous inciter à prendre soin de l'homme et de la planète. Tout ceci, je crois que cela nous nourrit, nous fait grandir et nous devons nous appuyer dessus. C'est pour cela que l'appel a des propositions concrètes à faire pour que nous puissions avancer tous ensemble. Vous en trouverez le détail sur ce site et dans le prochain numéro de Famille Éducation. Ces propositions, elles s'articulent autour de 6 axes. Le sondage fait avec la Croix le montre. Les parents veulent s'impliquer pour faire vivre l'écologie tant chez eux que dans les établissements. Et c'est notre premier axe qui est de renforcer l'implication des parents et des appels sur ce sujet. Le second axe, il tourne autour de comment repenser notre manière de consommer et nous déplacer. Comment allons-nous nous réinventer avec des pratiques différentes pour aller éventuellement vers une sobriété heureuse. Et le troisième axe, il va être autour de la place accordée à l'intériorité et à l'émerveillement dans notre quotidien. Savons-nous en effet prendre le temps de nous poser et de savourer devant un beau paysage ou de prendre le temps de nous arrêter dans la vie trépidante que nous menons tous? Quatrième axe est autour de la valorisation de notre relation à l'autre et à la nature dans nos établissements. Comment améliorer la coopération et la collaboration? Comment accueillir celui qui est différent? Comment développer la fraternité dans un monde qui en manque fortement? Cinquième axe, ça sera l'ouverture. Contribuons à ouvrir les établissements vers l'extérieur, car nous avons à nous enrichir des autres, de leurs pratiques, de leurs expériences, qu'elles viennent d'une personne âgée vivant en maison de retraite, de personnes aidant les plus démunis ou de personnes de cultures différentes. Et enfin, sujet qui nous est cher, accompagner l'évolution de la restauration scolaire en privilégiant les circuits courts, en faisant attention à la surconsommation, au gaspillage et en veillant à ce que ce temps du repas soit dans les établissements un vrai temps de partage et de fraternité. Ces propositions et réflexions de l'appel présentées aujourd'hui
ont vocation à nous aider à nous mettre en route, à nous faire changer de comportement, que ce soit dans les établissements, que ce soit pour nous-mêmes. Et l'objectif est que nous ne fassions pas les choses de la même manière qu'avant. Il s'agit de comprendre que d'autres manières d'agir sont possibles, que notre vie associative peut aussi être différente, mais que cela doit surtout devenir de l'ordre du réflexe. Certes, certains me diront que des choses sont déjà faites, et ils auront raison. Mais sommes-nous tous vraiment imprégnés de cet état d'esprit? Avons-nous vraiment le réflexe d'intégrer cette dimension écologique dans tous ses aspects, dans ce que nous vivons et organisons? Avons-nous le souci de prendre le temps de nous poser, le temps de nous émerveiller et de contempler? Savons-nous passer d'un temps réflexe qui nous fait agir dans l'instant à toute sollicitation de type mail ou SMS, à un temps réflexif qui nous incite à prendre du recul et du temps pour nous? Avons-nous toujours cette vision du bien commun qui fait que même si je suis le meilleur trieur de déchets du monde à la cantine, mais qu'ensuite, si je manque de bienveillance avec mon camarade de classe, je manque peut-être de cohérence? Avons-nous le souci d'être des militants heureux, comme nous y a invité Jean-Louis Etienne, mais aussi le souci de la qualité de la relation à l'autre, comme l'a dit Sœur Cécile Renoir, et de l'écoute de la clameur des pauvres, comme l'a souligné avec justesse Véronique Fayet? Maxence nous a bien challengés, nous les parents, dans nos pratiques, et nous a invités à aller plus loin et à mieux faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir beaucoup de dîners familiaux animés ce week-end, et c'est tant mieux. Alors, retroussons-nous les manches tous ensemble pour habiter différemment la planète. La semaine des appels de cette année pourrait être un formidable champ d'expérimentation et de mise en application de tout ce que nous avons entendu. Merci à tous nos invités pour la richesse de votre propos pendant ces 2 heures. Je crois que mon remerciement de début de session n'est pas passé correctement, alors je vais me permettre de le répéter. Merci à tous ceux qui ont travaillé longtemps sur cette thématique dans la perspective de ce congrès de Deauville et se sont adaptés, réinventés pour pouvoir nous proposer aujourd'hui cette table ronde. Je remercie particulièrement les équipes de l'appel national et nos amis des appels normandes pour leur investissement depuis plus de 2 ans dans la préparation de ce congrès. Je sais que leur frustration est grande de voir ce projet inachevé dans sa forme initialement prévue à Deauville. Merci à vous et merci pour votre message aux congressistes reçu ce matin. En début de semaine sera affiché via le site web de cette table ronde un mur nous permettant à tous de leur laisser des messages. Merci à chacun de vous pour votre présence. Je souhaite que nous puissions nous revoir le plus vite possible en présentiel, car les temps conviviaux partagés nous manquent à tous. Et je vous donne rendez-vous à Nice dans 18 mois pour notre 22e congrès. Excellente fin de soirée à chacun d'entre vous. Merci à tous.